Bonjour à toutes et tous, salut le chat, salut Julot, salut Haddad, salut Ishtar, plein de nouvelles têtes, ça fait plaisir, salut Kampa, salut Kyle qui n'est pas une nouvelle tête, salut qui d'autre, salut Ako, on est ensemble pour 2 heures de stream, donc de midi à 14h, comme tous les mardis midi, 2 heures d'actu, mais pas que. On aura une première partie de stream jusqu'à 13h à peu près, où on va parler du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, avec aux portes de l'Europe des atrocités, des soupçons de génocide. À la fin, vous aurez tout compris sur ce qui se passe là-bas, c'est en tout cas le but que je me donne. Et Mathis a fait comme d'habitude un super job. Il nous a choisi les bonnes personnes pour éclairer un peu nos lumières. Je vais vous les présenter dans un instant. Ça, ce sera pour la première partie du stream. Et puis, comme tous les mardis midi à la mi-temps, on change le plateau et on reste ensemble, bien sûr, avec, j'espère, vos questions, vos coups de gueule, vos pans sur le bec. Mais pour ça, je vous fais confiance. Dans un deuxième temps, on va parler de métaverse avec Nico de Numérama. Puis on va parler de livres, de sexe, de nourriture avec Marie-Stéphanie de la rédac de Mademoiselle. Mademoiselle et Numérama qui sont les partenaires du stream. On recevra aussi la journaliste Julie Lotz, Julie qui vient d'être sélectionnée pour le prix Albert Londres pour son enquête sur le scandale de la pédophilie dans l'église, avec un sujet qui a été venu présenter dans le stream avec Manon Mella l'année dernière. Ce sera donc à peu près aux alentours de 13h20. Et puis aussi parce que dans ces 2 heures, on va mettre de la densité, on va aussi parler de bonnes nouvelles avec l'ami Théo Huard de la rédaction de France Info, qui va nous expliquer que même si ça se voit pas forcément, les prix baissent en France, dans les supermarchés, en ligne, un peu partout. Ce sera avec Théo qui suit depuis plusieurs mois le niveau de l'inflation comme une lionne veillerait sur ses lionceaux. Pour l'heure, pour l'instant et par ailleurs, nous sommes le mardi 3 octobre, il est 20h à Brisbane, 13h à Moscou, 18h à Pékin, 7h à Rio, il est 10h en temps universel et il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Salut Sergio, salut Émile, salut Disno. Salut Disno. Ce midi, on va parler du Haut-Karabakh, dont on a peu parlé cette année et qui s'est invité brutalement dans l'actu la semaine dernière. Après une offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan la semaine dernière, 32 ans après sa création, la République autoproclamée du Haut-Karabakh a annoncé sa dissolution, avec ensuite des dizaines de milliers d'habitants qui cherchent à fuir pour gagner l'Arménie. Une fin, donc, un épilogue, l'épilogue d'un conflit séculaire, d'un conflit de 100 ans. Dissolution, c'est un mot qui veut dire que quelque chose va disparaître ou qui va se noyer dans un autre. Là, ce qui se noie, c'est un rêve d'indépendance, celui des séparatistes arméniens, un rêve qui a été brisé par la poudre et le canon des soldats du régime de Bakou. Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan. Les armes, c'est un rêve qu'elles brisent, et là, c'est un cauchemar qui se dessine. L'histoire, quand elle défile sous les yeux de ses contemporains, elle ne donne pas toujours à voir dans quel sens elle va, ni ce qu'elle est vraiment. L'histoire ne ment pas, elle avance, elle est tragique, c'est-à-dire qu'elle advient. Aux frontières de l'Europe, vues depuis Paris, puisque là, nous sommes à Paris, vous peut-être pas Paris, mais vu depuis la France en tout cas, on ne sait pas bien ce qu'il advient là, juste là, à quelques heures d'avion. Là-bas, dans l'ex-Haut-Karabakh, on raconte qu'on déplace des populations, qu'on met dehors, qu'on balance sur la route, qu'on force à fuir des milliers de familles. On raconte aussi que tout va bien, presque bien. On raconte et on promet que tout ira bien, qu'il n'y aura pas de violence, que les enfants des Arméniens, on leur fera rien, et qu'à leurs pères qui ont porté les armes, on leur fera rien non plus. On raconte aussi des persécutions, on rapporte des soldats torturés, des corps profanés, des populations jetées dans l'exil, des foules entières forcées à la famine. On raconte un génocide. On raconte et on rapporte. On ne sait pas qui croire, mais il y a des indices. Alors, est-ce qu'un génocide est en cours? Certains disent que oui, d'autres assurent que non. La plume de l'histoire n'a pas de pitié, elle a d'ailleurs pas de sentiment, et toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse. On va parler de ça ce midi, on va parler de ce qui se trame en demi-ton sous les yeux des Européens, à l'orée de l'Union européenne. On va parler de témoins, on va parler des Arméniens, on va parler de l'Azerbaïdjan. On va faire le point parce que le Haut-Karabakh, on le connaît mal, et pourtant, le Haut-Karabakh, c'est pas bien loin. Avant de rentrer dans le dur du sujet, avant d'approfondir, on va peut-être faire un point de situation. Bonjour César Roussel alias César Culture G. Bonjour, bonjour. Salut César, bienvenue. César, tu es à la tête du premier média de Culture G sur TikTok. Tu partages tous les jours des histoires méconnues et d'autres fun facts à près de 2 millions de curieux sur les réseaux. Exactement. J'ai bien résumé ? C'est bien résumé, c'est bien résumé. bien présenté. César, le Haut-Karabakh, c'est où et il se passe quoi ? Ouais, donc merci déjà pour cette introduction au sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué. Donc là, moi, mon rôle, c'est d'essayer de faire assez court et d'expliquer effectivement où ça se situe. Moi, j'ai proposé qu'on mette une carte aussi à l'écran pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en était. En fait, le Haut-Karabakh, c'est une région du Caucase du Sud qui est située tout simplement à proximité de la frontière avec l'Arménie. Et c'est surtout une enclave en Azerbaïdjan. Qui fait plus de 4000 km² et qui est majoritairement habité par les Arméniens. Pour l'info d'ailleurs, Karabakh, ça signifie le jardin noir. Et en fait, c'est une partie du monde qui a une histoire un petit peu particulière parce que déjà dans l'Antiquité, elle est intégrée au royaume arménien. Puis ensuite, elle est sous influence arabe au Moyen-Âge. Ensuite, ce sont les Perses qui vont influencer la zone. Et puis enfin, ça va être fondu dans l'Empire russe à partir de 1813. Et puis finalement, dans l'URSS à partir
partir de 1922. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce conflit ? En fait, le conflit entre les Arméniens et les Azéris, puisqu'on appelle comme ça les habitants de l'Azerbaïdjan, ce sont les Azéris, en fait, il ne date pas d'hier, puisque déjà au XXe siècle et après la révolution bolchevique de 1917, eh bien, on va administrer ce territoire à ce qu'on appelle la République socialiste soviétique de l'Azerbaïdjan. Le problème, c'est que cette région et cette zone est largement peuplée par les Arméniens et non par les Azéris. Alors pendant cette période soviétique, le Haut-Karabakh, il devient une région autonome de l'URSS, mais à sa dislocation, enfin tu en parlais tout à l'heure, dislocation de l'URSS en 1991, eh bien l'Arménie et l'Azerbaïdjan proclament leur indépendance, mais le Haut-Karabakh aussi s'autoproclame indépendant, sauf que ça n'est accepté par personne en fait, ni l'Azerbaïdjan évidemment qui veut la zone, ni l'Arménie et ni même aucun membre de l'ONU. Ce qui est particulier en fait, personne ne déclare cette nouvelle république indépendante. On la reconnaît. Voilà, exactement. Du coup, la situation devient presque incontrôlable, très instable. Des premiers affrontements, évidemment, ont lieu. L'Azerbaïdjan, ils envoient des troupes et ça nous donne une guerre qui fait à peu près 30 000 morts jusqu'en 1994 où on va avoir un premier cessez-le-feu. C'est notamment, malgré tout ça, donc le cessez-le-feu est envoyé jusqu'à la rupture de cet accord. Bon, c'était un accord qui était particulièrement fragile. Et en avril 2016, l'Azerbaïdjan choisit ce moment pour lancer une offensive militaire qu'on appelle la guerre des 4 jours. Et donc c'est la véritable... c'est la grosse, comment dire, c'est comme ça qu'on va faire la rupture de ce cessez-le-feu. Et puis finalement, le 27 septembre 2020, il y a encore un autre assaut qui est lancé par l'Azerbaïdjan, un terrible assaut qui a duré, lui, une quarantaine de jours et qui a véritablement écrasé les populations locales, malgré l'appui de l'armée arménienne. Cet assaut, il est très important en 2020 parce qu'il a pour effet d'isoler complètement et beaucoup plus le Haut-Karabakh, puisque en fait on a réduit, si on peut remettre la carte, mais on a réduit le petit espace qu'il y avait entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce qui fait que le Haut-Karabakh se sent encore plus isolé. C'est tout petit, donc. Voilà, tout petit. Et puis le camp de Bakou, donc la capitale de l'Azerbaïdjan, tu le disais tout à l'heure, a décidé aussi de verrouiller ce qu'on appelle le corridor de Latchine. Alors le corridor de Latchine, c'est un petit peu la seule voie qui menait le Haut-Karabakh jusqu'à l'Arménie. Et en fait, l'Azerbaïdjan va décider de verrouiller ce corridor-là, ce qui a pour effet de ne plus d'avoir d'aide humanitaire, d'avoir des pénuries alimentaires, des pénuries de médicaments aussi. Et si en ce moment on entend encore beaucoup parler, depuis la semaine dernière, du Haut-Karabakh, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, c'est parce que l'Azerbaïdjan, après un blocus de plusieurs mois, a décidé de lancer une offensive militaire contre les Arméniens du Haut-Karabakh le 19 septembre 2023. Et donc les forces armées du Haut-Karabakh ont rapidement déposé les armes. Plus de la moitié de la population a décidé de fuir en Arménie. Et suite à ça, effectivement, le Haut-Karabakh a annoncé finalement son autodissolution à partir du 1er janvier 2024. Et voilà, donc c'est aussi évidemment une première dans ce conflit-là. Il y a Kyle qui te pose déjà une question et qui dit mais du coup le Haut-Karabakh il se programme indépendant mais personne ne le reconnaît mais il est copain avec l'Arménie même s'il ne le reconnaît pas. Oui, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que l'Arménie, à ce moment-là, en 1994, ne reconnaît pas non plus l'indépendance du Haut-Karabakh, ce qui est effectivement assez étonnant. Ouais. Merci César Culture G. Donc maintenant on sait à peu près de quoi on parle et on va pouvoir approfondir un peu. Je te chasse César, mais tu peux rester dans le studio bien sûr. Merci beaucoup. Pour nous interpeller et venir nous apporter tes autres lumières. J'accueille mes 3 autres invités. Bienvenue à tous les 3. Astrid, Tigrane, Nadia, prenez place. Installez-vous où vous voulez, prenez un micro. Bonjour Astrid qui avait des petits problèmes de taxi je crois. Paris. Vous avez chacun un micro, il faut bien lui parler devant le micro, sinon il vous entend assez mal. Bonjour. Merci de vous être transporté jusqu'au 3e étage de la maison de la radio pour venir parler avec nous du Haut-Karabakh. Astrid Cyranosian, vous êtes violoncelliste française d'origine arménienne, vous êtes né à Lyon en 1988. Vous avez grandi auprès de votre sœur violoniste, de votre père pianiste, chef d'orchestre et directeur de conservatoire, et de votre mère spécialiste des vins de Bourgogne. Et vous avez gardé donc des liens très forts avec l'Arménie. Exactement. C'est à peu près ça. Tigrane, à ma gauche. Tigrane Egavian, vous êtes auteur de Géopolitique de l'Arménie, vous êtes chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, vous êtes aussi un grand voyageur.
Bonjour Tigran. Bonjour, merci. Et à votre gauche et en face de moi, Nadia Gorzounian, vous êtes coprésidente de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance. Vous êtes par ailleurs trésorière de Santé Arménie. Vous êtes aussi membre du Conseil national des conseils de coordination des organisations arméniennes de France. Bonjour. Est-ce que ce que César a dit, ça correspondait un petit peu, c'était un bon encadré pour commencer le stream? Il manquait quelque chose? Écoutez, non, je pense qu'il a fait une synthèse, il a fait la quintessence de l'essence et c'est extrêmement ardu, donc bravo à César, parce qu'effectivement, résumer 3000 ans d'histoire en 2 minutes 30, c'est vraiment une gageure, et surtout c'est un conflit qui est extrêmement compliqué à expliquer à un public néophyte et même à un public averti. C'est vraiment très compliqué de faire l'Arménie pour les nuls, mais retenons quelques idées claires, quelques idées clés. Un, c'est pas forcément un conflit religieux comme le présente une certaine partie de la presse française. C'est parce que les Arméniens sont chrétiens, les Azéris sont musulmans chiites. Mais avec une culture un peu de laïcité, un peu quand même en Azerbaïdjan. C'est un État officiellement laïque qui est très inquiété par justement la recrudescence de l'islam politique, mais c'était surtout un État raciste. C'est un État raciste qui opprime ses minorités, qu'elles soient arméniennes, mais aussi qu'elles soient lesbiennes ou las, d'autres groupes ethniques qui peuplent ce pays, donc qui a fait de l'anti-arménie, de l'arménophobie en fait une sorte de ciment pour composé pour structurer son récit national. Quant à la caractérisation du conflit du Karabakh, il faut qu'on pense surtout comme un conflit colonial. C'est l'histoire d'un peuple autochtone, arménien, qui vit depuis 2500 ans sur ces terres de façon discontinue. Ce sont des montagnes, ce sont des montagnards qui ont toujours résisté justement aux invasions venant de l'Est, contrairement à d'autres régions d'Arménie, parce que l'Arménie c'est une peau de chagrin, hein. C'est 1/10 de l'Arménie historique qui reste encore sur la carte. Et ces Arméniens-là n'ont jamais accepté d'être arrachés à la mère patrie. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux arguments. Les Azéris disent « Ah non, nous on défend notre intégrité territoriale, donc c'est tout à fait normal qu'on cherche les Arméniens comme des chiens, on a le droit international avec nous. » Les Arméniens disent « Nous on a le droit à l'autodétermination. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le droit de vivre, tout simplement. Donc moi je vois ça surtout comme un conflit colonial, et là ce qu'on a vu donc, la semaine dernière, c'est l'événement le plus tragique, le plus horrible depuis 1915, parce que nous avons assisté en direct, avec impuissance, mais avec connaissance des faits, à l'anéantissement d'un État non reconnu. Le Haut-Karabakh était non reconnu, comme ça a été dit par César, mais aussi une civilisation, avec son patrimoine, avec sa culture, son héritage. Donc c'est absolument gravissime ce qu'on est en train de vivre, et tant qu'il n'y aura pas de sanctions pour freiner l'agresseur, il ne faut pas s'étonner que ce dernier ne va pas s'arrêter là. Astrid, Nadia, c'est le même écho chez vous? Oui, c'est le même écho. C'est vrai que la destruction culturelle, moi qui me touche particulièrement en tant que musicienne, est forcément présente. Mais ça, c'est, je veux dire, après le génocide de 1915, l'Empire ottoman, où il y a de très très grands édifices culturels arméniens, a été complètement détruit. L'Azerbaïdjan a fait ça également avec une autre province qui est le Nakhitchevan. Enfin, je veux dire, c'est systématique. Puisqu'ils n'ont pas la richesse culturelle des Arméniens, eh bien, ils se l'approprient et ils la falsifient. Et évidemment, avec une politique du caviar très bien ficelée et qui marche très très bien, eh bien tout cela passe sous silence. Et puis, il faut que vous expliquiez peut-être ce qu'est la politique du caviar pour nos viewers. La diplomatie du caviar, peut-être Tigran, tu pourras expliquer mieux. L'Azerbaïdjan est un pays rentier. C'est un pays qui tient en fait sa richesse grâce à son pétrole et son gaz. C'est pour ça que c'est aussi compliqué pour l'Occident d'intervenir dans un contexte de guerre en Ukraine, de sanctions contre la Russie. Alors il y a une immense hypocrisie parce que le gaz qu'on achète aux Azéris, il en grande partie vient de Russie. On va en parler après du gaz. Mais alors oui, la diplomatie du caviar, c'est l'effort entrepris par les officines du pouvoir azerbaïdjanais pour acheter des opinions, acheter des consciences. Et alors c'est très à l'œuvre, surtout au niveau européen, le Conseil de l'Europe, mais aussi l'Union européenne et même l'État du Saint-Siège, le Vatican, ont été la cible de cette corruption massive qui consiste à faire du mécénat ou carrément acheter des voix c'est pas les seuls, hein, je veux dire, le Qatar le fait, le Maroc le fait. Mais dans le cas de l'Azerbaïdjan, c'est systématique parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne parle pas d'eux, tout simplement. Pas qu'on dise du mal parce qu'ils savent de toute façon que c'est un régime indéfendable, mais qu'on ne parle pas d'eux. Donc c'est vrai que cette diplomatie du caviar, elle a permis de gommer des atrocités comme par exemple le génocide culturel qui a lieu, comme Astrid l'a rappelé, dans le Nakhitchevan, cette autre région qui a été arrachée aux Arméniens en 1921. Alors il y a plein de questions dans le chat, on va y répondre juste après. Parce que ça me permet d'accrocher sur l'actualité. On va commencer par l'actualité et après j'arrive sur vos questions, il y en a pour 5 minutes. Parce qu'aujourd'hui, il y a la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui s'est rendue en Arménie, donc au lendemain de l'exode de plus de 100 000 Arméniens, je crois. Hein. Et il y a Timur Öztürk, qui est l'envoyé spécial de France Info, qui est sur place, qui nous a envoyé une vidéo, c'était il y a 1 heure, la vidéo.
Timur Öztürk, envoyé spécial de France Info. Comme tu peux le voir, on est sur la route en ce moment entre Goris et Erevan. Goris, c'est la ville la plus proche de la frontière avec le Haut-Karabakh, la plus proche du seul point de passage. C'est ici que sont arrivés les plus de 100 000 réfugiés arméniens de l'enclave. Et c'est là qu'ils sont restés 1 ou 2 jours, parfois en dormant dans leur voiture, parfois dans des tentes de la Croix-Rouge, de différentes ONG, parce que la plupart des hôtels étaient complets, c'est une toute petite ville. Ensuite, eh bien, ils se répartissent dans le pays ou alors ils prennent la route pour la capitale, comme nous en ce moment, pour tenter de trouver là-bas une solution plus stable. Ces réfugiés, ce sont des gens qui sont traumatisés, choqués. Ils ont vécu 10 mois de blocus, c'est-à-dire qu'il y avait des pénuries, des difficultés d'accès aux soins, et ensuite des bombardements, des tirs pendant 24 heures. Ils se sont cachés dans des caves, ils sont encore bien sûr choqués par ce qu'ils ont vécu et ils ne réalisent pas tout à fait ce qui leur arrive. La plupart, quand on parle avec eux, ils nous disent on a l'impression que c'est un cauchemar, qu'on va se réveiller, on n'arrive pas à se faire à l'idée qu'on a dû quitter notre patrie et qu'on ne pourra pas y retourner. L'Arménie n'est pas tout à fait capable de faire face à un tel afflux aussi rapide, même s'il y a beaucoup de solidarité. On a vu des volontaires dans des centres d'hébergement d'urgence, des familles qui ouvrent leurs portes, des Arméniens qui accueillent ces réfugiés et qui sont inquiets aussi. Récemment, il y a eu différents incidents sur la frontière. On parle jusqu'ici de 2 morts, un de chaque côté. Et il y a cette crainte dans le pays que l'Azerbaïdjan ne s'arrête pas au Haut-Karabakh et que, par exemple, le sud du pays soit menacé par l'Azerbaïdjan à terme. Timur Öztürk, envoyé spécial de France Info en Arménie. Vous avez peut-être des contacts avec des Arméniens, ils vous racontent à peu près ça? Oui. Oui, alors on a évidemment des contacts parce qu'on a tous de la famille ou des amis. Je voulais rappeler que la nation arménienne, elle est intéressante en ce sens qu'il y a presque 3 millions d'Arméniens en Arménie, il y en a plus de 7 ou 8 millions en diaspora, et il y a toujours eu une grande proximité, une grande solidarité entre ces deux partie de la même famille. Alors évidemment, c'est une tragédie qui se joue, hein, on l'a dit. On est tous, chacun individuellement, extrêmement traumatisés et très choqués par ce qui se passe pour nos frères. Vous avez évoqué les 100 000 déplacés qui sont arrivés déjà en Arménie. J'allais dire que malheureusement, on avait déjà vécu ça en 2020, pendant la guerre, qui a duré quelques mois, pendant laquelle, effectivement, à peu près 100 000 également Artsakhi sont venus en Arménie, ont été hébergés, avec une grande solidarité, encore une fois. En Arménie, souvent, les visiteurs étrangers sont surpris parce qu'ils croient venir voir des camps de réfugiés. Ils nous disent où sont les tentes. Il n'y a pas de tentes en Arménie. Parce que tout le monde est logé, d'abord, bien sûr, dans les hôtels, dans la famille, chez les amis. Et il y a une énorme solidarité. Ça réchauffe un peu le cœur. Ça résout pas, ça n'enlève rien à la tragédie, mais ça réchauffe le cœur. Donc là, il faut noter qu'en quelques jours, malheureusement, c'est effectivement 100 000 personnes qui sont rentrées en Arménie. L'Arménie, on l'a dit, est un petit pays qui n'est pas riche, qui n'a pas beaucoup de ressources et qui, évidemment, ne lâchera jamais les compatriotes. Mais c'est difficile. Il faut bien comprendre que c'est difficile d'abord pour les réfugiés, évidemment, pour les déplacés, mais c'est aussi très difficile pour ce pays, pour la population, qui doit faire un gros effort, surtout que malheureusement, à l'inverse de 2020, où ça a duré quelques mois et c'était déjà très dur, mais cette fois-ci, évidemment, on a bien compris que ça allait durer beaucoup plus longtemps. Donc ça implique un enjeu géopolitique, économique pour l'Arménie, pour intégrer, pour sauver ces populations. Alors je fais une petite pause chat parce qu'il y a plein de questions qui sont très différentes. Alors on va peut-être pas répondre dans l'ordre, on répondra comme on peut. Il y a Kyle qui dit Palestine, Karabakh, même combat, grosso modo, demande-t-il, et qui précise il faut bien expliquer parce que clairement je ne connais rien de ce qui se passe là-bas, mais comme la plupart des gens dans le chat vraisemblablement. Sergio qui demande quelles sont les différences culturelles entre le Haut-Karabakh et l'Arménie. Kyle qui demande il y a combien d'habitants au Karabakh. Et Glouglou, salut Glouglou, qui nous dit, on va en parler après, pourquoi une quasi-indifférence de l'Union européenne? Que peut-elle vraiment faire? Ok, bon, je vais essayer de... Rapidement, Karabakh, c'est 120 000 personnes, hein, donc 95% pratiquement qui ont été... Et ça, il faut bien le rappeler, hein, ils ont fui en 48 heures.
c'était un nettoyage ethnique exode, extra rapide. Parce Éclair. qu'il y avait des exactions déjà, on les appelle au meurtre, on a eu un vent d'exactions atroces et des vidéos insoutenables qui circulent dans les réseaux sociaux azerbaïdjanais pour justement effrayer davantage les Arméniens de cette enclave Pour à les faire quitter tuer. et les faire tuer aussi. Deuxième question, les particularités. Le Haut-Karabakh, c'est un peu le village d'irréductibles gaulois. En fait, c'est un peu comme les Gaulois d'Astérix, c'est-à-dire c'est des guerriers, c'est des paysans de montagne qui ont toujours vraiment résisté à l'envahisseur, encore et toujours, sauf malheureusement lorsqu'ils sont dans un rapport de 1 contre 1000. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement parce qu'en face d'eux, ils avaient non seulement l'armée azerbaïdjanaise, l'armée turque, parce que la Turquie et l'Azerbaïdjan se coordonnent justement sur ce dossier, l'armée pakistanaise, parce que le Pakistan, c'est compliqué la géopolitique, coopère avec l'Azerbaïdjan, et de la puissance redoutable du matériel israélien. Et ça rejoint la dernière question. Israël est un partenaire géostratégique de l'Azerbaïdjan. C'est un État, certes, qui a une destinée malheureuse et commune avec la nation arménienne, puisque tous les deux ont souffert d'un génocide. Mais il faut bien faire la part des choses entre la diaspora juive, qui est plutôt sympathisante de la cause arménienne, il n'y a pas de sujet là-dessus, je veux dire, il n'y a vraiment pas de sujet, et l'État d'Israël, qui pratique la réelle politique de la façon la plus glaçante qui soit, et qui soutient massivement cet État azerbaïdjanais pour deux raisons. Et qui arme Bakou. Ils arment Bakou pour deux raisons. La première, parce qu'il y a un vrai partenariat géostratégique pétrole contre drone. C'est-à-dire qu'Israël importe 30% de son pétrole à l'Azerbaïdjan. Deuxièmement, Israël voit l'Azerbaïdjan comme son arrière-cour face à l'Iran. C'est-à-dire que c'est une base arrière, l'Iran qui est toute proche, et l'Iran qui est plutôt pro-arménienne, mais qui n'aide pas militairement l'Arménie. Ça aussi, il faut que les auditeurs comprennent bien que l'Arménie est infiniment seule dans cette affaire. Et puis, il faut parler aussi de la Russie, c'est important, parce qu'à la base, c'était les protecteurs du Karabakh. Le Karabakh, depuis 2020, était vraiment un protectorat russe, puisqu'il n'y avait que l'armée russe qui était stationnée pour protéger ces gens. Or, depuis la guerre en Ukraine, on voit qu'il y a un vide sécuritaire, et que les Russes se coordonnent avec les Azéris, pour différentes raisons que je développerai plus tard. Astrid, Nadia. Donc oui, c'est ça, un gros lâchage de la Russie. Donc on est vraiment très très seul. C'est pour ça que je disais que l'enjeu, il est vraiment aussi économique, politique, humanitaire. Et donc toutes les associations évidemment humanitaires de diaspora, bien sûr d'abord en Arménie, mais également beaucoup en diaspora. Tout le monde est mobilisé jusqu'aux États-Unis naturellement. C'est notre cas en France. Il y a beaucoup d'associations donc, qui malheureusement ont acquis une certaine expérience pour aider les populations. Mais ça reste très difficile. On a bien sûr, d'abord ça coûte très cher et il faut lever beaucoup d'argent pour ça, mais l'enjeu est là. N'oublions pas que cette population de 100 000 habitants, elle a été affamée pendant 9 à 10 mois. On voit les photos de visages émaciés, on voit les enfants. Donc on voit des photos d'enfants, des photos de vieilles personnes, il y a eu des morts. Donc c'est extrêmement complexe parce que, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est très compliqué d'accueillir autant de gens aussi rapidement et avec des problématiques, je dirais, médicales et alimentaires aussi importantes. Donc je le disais tout à l'heure, l'enjeu, il va durer très longtemps. Enfin, c'est pendant longtemps que les associations doivent se mobiliser et être présentes sur le terrain, au plan donc alimentaire, hébergement, médical et autres, évidemment. On juge que la réaction de la France est timide et puis un peu tardive. Qu'est-ce que peut faire désormais la France pour soutenir Alors, si je peux juste l'Arménie Alors, je voudrais embrayer sur la partie, j'allais dire, humanitaire, et peut-être que Tigran complétera sur la partie plus politique, justement. Astrid, vous prenez la parole quand vous voulez. Oui. Et donc, là, c'est vrai qu'au plan humanitaire, la France est présente. C'est-à-dire que la France, depuis 2016, en particulier depuis 2020, est la seule nation qui a dit haut et fort ce qui se passait, qui a nommé le responsable, comme on l'a dit, qui a exigé non pas des sanctions malheureusement, mais qui a exigé que les choses changent. Malheureusement, pas toujours avec beaucoup de succès, parce que la France est très seule dans le concert des nations par rapport à ça. Mais au moins, au plan humanitaire, la France est au rendez-vous depuis le début, depuis déjà 2020, et on sait qu'on peut compter sur eux. Donc pour ce qui est, par exemple, des associations humanitaires comme la nôtre française, on sait qu'on peut compter sur l'ambassade de France en Arménie, sur le gouvernement français, et on en a vraiment grand besoin. Il y a combien d'Arméniens en France ? C'est une fourchette entre 500 et 700 000 d'origine arménienne. Oui. La France est l'ami de l'Arménie, mais elle n'est pas encore son allié. Et ça, c'est pas la même chose. Un ami, c'est bien pour le culturel, pour la francophonie. Un allié, c'est plus pour, si on est vraiment en danger, on a besoin que cet allié nous envoie des armes, qu'il y ait une vraie coordination en termes pour sécuriser ce petit territoire arménien du sud de l'Arménie qui est aujourd'hui
menacée d'une invasion imminente si personne ne bouge. Alors la France, elle aide l'Arménie humanitairement. La visite de Colonna, donc c'est aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères, elle va inaugurer un consulat dans une localité à Goris, d'ailleurs Timur en vient. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a véritablement un vide sécuritaire qui s'installe, et maintenant, la guerre en Ukraine rebat les cartes. Et ce qui se passe est vraiment fondamental, parce qu'en aidant l'Arménie, la France ne fait pas que donner du baume pour les Arméniens ou un gage d'amitié à la communauté franco-arménienne qui est importante. La France, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un verrou a sauté avec le Karabakh, la chute du Karabakh, un verrou stratégique très important. Il y a quelque chose qu'on a cranté, c'est ce que vous voulez dire? Oui, voilà. Pour ne pas revenir en arrière. C'est fini, c'est irréparable. Sauf que les Azéris ne vont pas s'arrêter là. Leur prochaine cible, c'est le sud de l'Arménie, et que la Turquie est aussi à la manœuvre. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les Arméniens peuvent craindre que leur territoire soit menacé à leur tour? Tous les signaux sont là. Bien sûr. Il y a 3 ans, quand j'étais allée en Arménie, en fait, quand la guerre des 44 jours a éclaté, la grande crainte, et tout le monde en parlait, si le Haut-Karabakh saute avec aucune aide internationale, l'Arménie sera la prochaine cible. Et elle est d'ailleurs, c'est quand même le propre de tous les dictateurs, c'est qu'ils annoncent en avance ce qu'ils vont faire, et c'est annoncé très clairement de la part de Aliyev et également de Erdogan. C'est une vraie volonté. Ils ne sont jamais rassasiés de ce qu'ils ont obtenu. Donc, jamais. Plus ils font ce qu'ils veulent, moins la communauté internationale en parle, plus ils sont encouragés à continuer, en fait. Il y a une vraie volonté de vouloir continuer le génocide de 1915. C'est vraiment ouvertement dit. C'est le bouclier, et c'était vraiment le bouclier de l'Arménie, le Karabakh, et son berceau. Mais aider l'Arménie, c'est pas seulement aider parce qu'ils sont gentils, parce que c'est la seule démocratie de la région face à une dictature, mais c'est aussi aider l'Europe. Parce que l'Europe se couche, si vous voulez, sur cette histoire de chantage de gaz, mais on oublie qu'en abandonnant, en lâchant les Arméniens, c'est un message qu'on envoie directement au national-populisme. Ça, c'est vraiment, vous faites le carburant du Front National, du rassemblement de Zemmour, de Marine Le Pen, parce qu'ils verront bien que le message humaniste, droit de l'homme de l'Union européenne, il n'a plus aucune valeur. Et donc c'est important aussi pour nos propres démocraties que d'être à la hauteur de ce drame, que de sanctuariser le territoire arménien, unique démocratie de la région, abandonnée par la Russie, ignorée par l'Occident et massacrée par les Turco-Azéris. Il y a Kopik dans le chat qui dit « Je ne connaissais pas cette situation » et on voit vraiment les États pourris, c'est un point de vue. Cal qui dit « J'ai cru comprendre qu'on avait une grosse communauté arménienne en France », on y a répondu. Cal qui demande aussi « Est-ce que le génocide arménien a quelque chose à voir avec ce conflit ? Une suite par exemple ?» C'est un rapport ou pas ? Pour nous, oui, bien sûr. On a évoqué la collusion entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Le génocide des Arméniens en 1915, il a été perpétré par le gouvernement jeune turc de Turquie. La Turquie moderne est fondée en fait sur le cadavre des Arméniens et sur leurs biens aussi accessoirement. Et depuis, en fait, cette rancœur existe, cette volonté pan-turquiste de s'étendre pour la Turquie, de faire le lien avec l'Azerbaïdjan, ça c'est quelque chose qui existe depuis 1915 et qui n'a cessé d'exister et d'être une attente de ce pays-là. Donc oui, pour nous, c'est la continuation. Et petit à petit, et pour reprendre ce que vous disiez, on est effectivement très inquiet de la prochaine étape et de la sécurité des frontières de l'Arménie. N'oublions pas encore en 2020, l'armée d'Azerbaïdjan est déjà rentrée en Arménie, dans la zone Est. Elle occupe encore actuellement 150 km². Et jusque-là, il y avait d'autres, d'une certaine façon, priorités, mais personne n'a rien dit. Non. Donc on est extrêmement préoccupé, effectivement, de la prochaine étape. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste plus que jamais présent, vigilant, qu'on parle, et merci de nous donner la parole, mais rien n'est réglé en réalité, rien n'est réglé. Ça n'est que le début de la catastrophe. Alors justement, il y a Kikizi qui nous a rejoint. Salut Kikizi. Est-ce qu'on assiste aux prémices d'un nouveau conflit régional ? Oui, très clairement oui, parce que comme je le dis, il y a un vide sécuritaire. Les Russes sont très faibles. Une Russie faible, c'est une Russie dangereuse pour l'Arménie. La Russie est en train de négocier avec les Turcs et les Azéris un nouveau partage d'influence. Comme en 1920 et à 100 ans, c'était passé à peu près le même scénario. Donc moi, le scénario le plus probable, c'est que dans l'absence d'une intervention occidentale, l'Arménie soit encore, ce qui reste de l'Arménie, donc cette petite proie, soit encore partagée entre les Turcs au sud et le nord, les Russes, sous échange de concessions commerciales, parce qu'il y a ce fameux, on n'a pas parlé de cette route, mais c'est important de remontrer la carte et de faire un zoom sur le sud de l'Arménie et de comprendre quels sont les enjeux géostratégiques à l'œuvre. La Turquie fait les pieds et des mains pour obtenir un corridor
qui relierait son territoire à l'Azerbaïdjan. Ce corridor, il passe par le sud de l'Arménie. Pour les Arméniens, c'est un arrêt de mort, ce corridor, parce que ça les coupe de la frontière avec l'Iran dont ils ont besoin pour vitaliser leur État enclavé. L'Arménie est un État enclavé. D'ailleurs, la Turquie pratique un blocus depuis 1993 économique qui l'étouffe. Donc les Russes ne sont pas contre, à condition qu'ils contrôlent ce corridor. Donc l'Arménie est vraiment la victime de ce que j'appellerais la géopolitique des empires, c'est-à-dire l'empire russe, l'empire ottoman, néo-ottoman, Erdogan qui a un comportement pan-turquiste et néo-ottoman, et l'empire iranien qui essaie aussi de regagner une influence qu'il avait perdue il y a un siècle, profitant de ce vide sécuritaire. Il y a l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France qu'on a reçue sur France Info, c'était ce week-end il me semble, qui a assuré que les Arméniens avaient décidé volontairement de ne pas continuer à habiter dans la région. Cyril, tu peux peut-être passer ce passage, ça dure 2 minutes je crois. Il faut sortir du fantasme. L'Azerbaïdjan respecte bien l'intégrité territoriale de tous les pays et on a une déclaration réciproque de la part de dirigeants de 2 pays que l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie se sont respectées. Et maintenant, ce que veut l'Azerbaïdjan, c'est plutôt vivre en paix avec ses voisins, avec l'Arménie. Moi, je voudrais juste rappeler uniquement qu'en 1933, on n'a pas demandé aux Juifs de l'Arménie de partir. On ne leur a pas demandé de partir. Et surtout, par rapport au lien avec le génocide arménien, pour venir à tout à l'heure, le génocide n'ayant toujours pas été reconnu par la Turquie, et les symboles des dirigeants turcs étant repris par les Azerbaïdjanais, l'armée azerbaïdjanaise, qui clame haut et fort la grandeur de, par exemple, Enver Pacha et autres. C'est des dictateurs, c'est comme si on avait finalement... Des avenues Hitler, des rues Goebbels. Il y a un fanatisme, je veux dire, il y a des statues à leur effigie, c'est très très violent en fait. Donc ce rapport avec le génocide arménien, qui était peut-être un peu endormi, et la communauté arménienne n'est pas une communauté très très active, et je pense que nous sentons français avant tout, avant d'être arméniens. Donc il n'y a eu aucune revendication. C'est peut-être pour ça que la communauté arménienne est un peu passée un petit peu de temps en temps pour invisible en France, mais c'est parce qu'on est arrivé en France avec les valeurs de la France avant tout. Et je veux dire d'entendre des discours comme l'ambassadrice d'Azerbaïdjan qui se fout impunément vraiment de la vie et les vidéos, les exactions qu'on a de l'armée azerbaïdjanaise sur les civils, sur les enfants, on peut les diffuser. Je veux dire, en plus ils sont ils sont assez fiers de leurs horreurs pour les diffuser. Invitez l'ambassadrice d'Azerbaïdjan et demandez-lui la question suivante: pourquoi pas un seul Arménien vivant est restée sur les territoires que jadis ils occupaient. Elle prétend qu'il y a 30 000 Arméniens en Azerbaïdjan, je demande d'aller voir. Donc il y a une politique de haine, de déshumanisation des Arméniens qui est extrême, qui est officielle, qui vient pas du bas, qui vient du haut et qui existe et qui est pratiquée depuis à peu près 2003, c'est-à-dire quand le fils du dictateur Aliyev, qui est mort, donc l'actuel dictateur, a pris le pouvoir. C'était un moyen aussi de légitimer son pouvoir que de détourner le regard sur la captation de la rente pétrolière par une minorité de nantis, de détourner les regards sur la haine des Arméniens afin de consolider le récit national azerbaïdjanais. Ils ont besoin de haïr les Arméniens pour exister en tant que nation. Oui, c'est pourquoi on a un État raciste. On peut parler. Elle est enseignée dans les écoles. Dans les manuels scolaires. On traite les Arméniens de virus. On fait des timbres postaux. Un Azéri entend nettoyer le Karabakh au Karcher. Tout cela est condamné par des instituts neutres, comme l'Institut Lemkin de prévention des crimes de masse, même par des rapports des Nations Unies. Mais bien sûr, il y a un 2 poids 2 mesures, malheureusement, parce qu'il y a cette diplomatie du caviar, comme on en a parlé à Strig. Ce qui est vraiment c'est ce qui est très douloureux en fait pour nous, pour la population, c'est que en fait rien ne résiste aux intérêts économiques, aux intérêts financiers et les mensonges, plus ils sont gros, plus ça passe en fait. Alors on n'a pas reçu que l'ambassadrice d'Azerbaïdjan sur France Info, on a aussi invité le représentant du Haut-Karabakh en France. Cyril, je crois que tu as... Alors le passage est un peu long, soyez un peu patient, ça dure 2-3 minutes je pense. Il nous a semblé intéressant de passer en intégralité ce moment. Le problème c'est que la communauté internationale qui peut vraiment réagir, ne serait-ce que pour dire ce qui se passe, essaie tout de suite de tourner la page et laisse l'Azerbaïdjan face aux Arméniens du Karabakh, version contre version. Mais vous l'avez entendu, la France notamment condamne fermement ce qui s'est passé au Karabakh. Madame Colonna, la ministre des Affaires étrangères, se rendra demain en Arménie. Qu'est-ce que vous demandez de plus aux Français? Qu'est-ce que vous demandez de plus à l'Union européenne? Vous étiez hier à Bruxelles. J'aimerais très clairement qu'il y ait une enquête et une qualification de ce qui s'est passé.
une qualification. Est-ce un nettoyage ethnique? Est-ce que c'est un crime ou ce n'est pas un crime? Si c'est un crime, si c'est un nettoyage ethnique, il y a tout un panel d'outils pour responsabiliser ceux qui commettent ce crime, ceux qui commettent ce nettoyage ethnique. On ne peut pas tout de suite tourner la page, parler seulement de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Il ne s'agit pas là de l'intégrité territoriale. Il y a un crime qui est en train d'être commis. Est-ce qu'on considère... cherchez à documenter ce crime que vous dénoncez? Bien sûr, bien sûr. Il faut déjà aller peut-être parler avec tous ceux qui ont quitté leur maison, comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leur maison. Est-ce que des structures internationales ou d'autres vont faire cet effort? Est-ce qu'après cela, enfin, il y aura des sanctions contre l'Azerbaïdjan? Parce qu'aujourd'hui, d'une manière presque impuissante, tout le monde regarde que ça se fasse et ça passe. Il faut que l'Europe, par exemple, se passe du gaz azerbaïdjanais? C'est ce que vous leur demandez aux Européens, aux pays européens? Il y a une centaine de moyens, y compris le gaz, pour pouvoir sanctionner l'Azerbaïdjan. Il ne faut pas que l'Europe se passe du gaz azerbaïdjanais. Vous savez, l'Azerbaïdjan n'a pas beaucoup de débouchés pour vendre son gaz et son pétrole. Si l'Europe met des conditions, l'Azerbaïdjan n'a pas d'autre choix que de vendre son gaz et son pétrole à l'Europe. Donc l'Azerbaïdjan ne donne pas son gaz à l'Europe. Il le vend, il reçoit de l'argent. Donc il faut faire pression. Il faut faire pression, bien entendu. Si on est d'accord qu'il y a un nettoyage ethnique. Et pour cela, il faut vraiment qualifier ce qui se passe. Pas laisser version face à une autre version. Plusieurs choses dans ce qu'on a entendu. C'était le représentant du Haut-Karabakh en France. Le gaz, c'est le nœud du problème. Est-ce qu'il y a une épuration ethnique? Il y a plein de questions dans ce qu'on vient d'entendre. Oui, je t'en prie. En fait, on ne peut pas nier qu'il y a une épuration ethnique. Quand on voit comment, pour reprendre que les derniers mois, comment a été traitée cette population affamée pendant 10 mois, maltraitée, chassée, et encore une fois, on l'évoquait, les exactions que nous, on connaît, dont on entend parler, qui ne sont pas toujours reprises, ça, c'est indiscutable. Ce qui est intolérable, en fait, c'est que toutes ces atrocités soient faites et qu'il n'y ait aucune sanction. Aucun impact, aucune critique d'une certaine façon. On plaint les Arméniens, mais on ne critique pas l'Azerbaïdjan. Et ça, c'est pas normal. Tout le monde s'accorde à dire que la justesse est d'un côté, pas de l'autre, que les exactions sont d'un côté, pas de l'autre, mais il n'y a pas de conséquences. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent? C'est ça qui est terrifiant. Alors le problème, c'est que oui, ces dirigeants, Aliyev ne comprend qu'une chose, c'est le rapport de force. Donc, tant qu'il y a un feu vert ou un feu orange pour tuer les Arméniens, tant qu'il y a le feu vert de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on condamne, mais on ne sanctionne pas, on ne dissuade pas, il continuera à tuer et à prendre de nouveaux territoires. Ce qu'on peut faire au niveau français et européen, c'est la chose suivante. Au niveau français, déjà, c'est rappeler notre ambassadrice, renvoyer l'ambassadrice Azerbaïdjan en France, geler les avoirs de la famille Aliyev, suspendre l'Azerbaïdjan du Conseil de l'Europe. C'est une rupture des relations diplomatiques totale. Oui, mais c'est un effet. Ça correspond quasiment, c'est les prémices de la guerre. Non, c'est juste une histoire de cohérence, une cohérence par rapport à ce que nous sommes en tant que démocratie menacée. La France est aussi une démocratie menacée. Elle est aussi menacée par l'absence de consensus au niveau européen. Parce qu'au niveau européen, il y a des blocages de pays comme la Hongrie, mais aussi qui est très très pro-azéri, comme l'Italie, qui importe du gaz azerbaïdjanais. Et donc, moi je vois l'avenir des sanctions par une coordination franco-allemande, parce que l'Allemagne enfin s'est réveillée, a compris la gravité des enjeux, et les deux diplomaties françaises et allemandes travaillent de concert au niveau des Nations Unies et de l'Union européenne pour aboutir à une sanction. Parce que sans dissuasion, on donne un blanc-seing à ce régime qui non seulement opprime les Arméniens, mais aussi sa propre population. Parce qu'on n'est pas là. Vous avez des réfugiés politiques azerbaïdjanais qui sont pourchassés, qui sont battus, qui sont menacés de mort en France. Et on est obligé d'envoyer une protection policière pour protéger. Et on a fait pas mal de sujets là-dessus à Radio France. Donc c'est important aussi de bien remettre les pendules à l'heure, de parler d'une démocratie, de la démocratie arménienne, qui appelle à l'aide les démocraties occidentales, et de montrer à quel point l'Azerbaïdjan est une source de déstabilisation de l'Europe par ce chantage pour un gaz qui ne vaut pas grand-chose, puisqu'en grande partie c'est du gaz russe. Donc dénoncer cette tartufferie ignoble de la part de Bruxelles, qui diabolise Poutine et qui donne un permis de tuer à M. Aliyev. Il y a plein de questions chat, je vais les prendre un peu dans l'ordre, hein. On répond pas. Il y a Capi qui demande comment on peut faire pour se rendre utile à titre personnel pour les réfugiés, donner aux assos uniquement, ce qui est déjà bien
évidemment. Je pense que c'est plutôt une question pour vous, Nadia. Oui, merci, c'est gentil. D'abord, on est très sensible à la solidarité, effectivement, de la France, et de nombreux amis français d'origine nous aident. Alors évidemment, pour faire simple, ça passe quand même par donner de l'argent. Ça peut être aussi du volontariat sur place, mais c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Comme je le disais, comme il y a une bonne coordination en fait entre la diaspora et l'Arménie, de nombreuses organisations qui sont en diaspora et en France en particulier sont présentes en Arménie déjà de façon permanente. Et c'est pour ça qu'en général, l'argent c'est le plus rapide et le plus efficace pour soutenir ces associations dans leur action sur place. Elles sont bien organisées. Évidemment, tout le monde est déjà sur le pont depuis la toute première minute de cette nouvelle attaque et depuis donc le transfert des réfugiés. Et donc voilà, quoi, on a vraiment effectivement plutôt besoin d'argent, mais pourquoi pas, les bonnes volontés sont bienvenues. Vous pouvez aussi décider de partir en vacances en Arménie, par exemple. C'est une destination magnifique. C'est une manière aussi de découvrir et de soutenir sur place aussi les populations et surtout de découvrir un pays qui n'est pas forcément très bien vendu au niveau du tourisme et qui vaut vraiment le détour. Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure, pardon, j'ai oublié ton nom. Bon, enfin, qui demandait si la culture des habitants du Haut-Karabakh est différente de celle des Arméniens d'Arménie. Oui, très clairement, oui. Et là, c'est là que c'est vraiment dramatique. C'est que les Arméniens du Karabakh. Merci, Madame Nadia. Les Arméniens du Karabakh ont vraiment un dialecte qui leur est propre. Et c'est un dialecte qu'on est en train de perdre. Donc c'est un patrimoine mondial qui disparaît. UNESCO qui disparaît. C'est un savoir-faire culinaire. C'est pas que du patrimoine matériel. Bien sûr, c'est le berceau. Et c'est ça qui est absolument angoissant pour nous parce qu'on sait très bien à quoi s'attendre, sachant que l'Azerbaïdjan a acheté l'UNESCO. C'est-à-dire que Madame Alieva, la femme du président dictateur qui est vice-présidente du même pays, donc c'est vraiment une dynastie, était jusqu'à pas longtemps ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Donc c'est quand même assez parlant de voir à quel point on a un patrimoine religieux et même anté-chrétien qui est menacé de destruction. On a tout un savoir-vivre qui va disparaître parce que ces gens-là ont été déracinés. Et effectivement, pour moi, c'est un crime contre l'humanité et c'est aussi une forme de ce qu'on appelle un ethnocide. On tue les hommes, pardon, et on raie aussi les âmes. Alors, on tue les hommes et on tue les corps, mais on tue les âmes aussi. On peut peut-être donner quelques précisions sur déjà ce qui s'est passé depuis 2020 et même avant sur les églises. Enfin, c'est vraiment de la destruction systématique. Il y a de la désinformation, puisque l'Azerbaïdjan maintenant explique que pour les quelques églises qui restent et qui n'auraient pas été totalement détruites, qu'elles appartiennent en fait à une population ancienne d'Azerbaïdjan, qui est juste une vision de l'esprit complètement révisionniste. Donc c'est vraiment une catastrophe qui va au-delà des hommes, malheureusement, même si c'est bien sûr d'abord et avant tout pour eux qu'on se bat. Mais la culture, l'Église, Astrid disait, en fait, toute l'éducation, la langue, les coutumes, c'est quelque chose qui va se perdre. Cela dit, c'est une habitude en Azerbaïdjan, qui a l'habitude de renommer les villes, et la Turquie fait pareil aussi, dans les zones anciennement arméniennes de Turquie, ils renomment les villes avec d'autres noms qui sont des noms turcs. Enfin, c'est vraiment un génocide culturel, en plus du génocide humain qui a eu lieu déjà et qui apparemment maintenant et le dernier acte, c'est la négation. Premier acte, la haine. Deuxième acte, extermination physique. Après, extermination culturelle. Dernier acte, négationnisme. C'est ce que la Turquie nous apprend depuis un siècle. Il y a Kikizi qui demande... pardon, j'ai perdu ta question. Kikizi, pardon. Dans quelle mesure cette situation est-elle semblable à ce qui s'est passé en Géorgie ? Pardon pour la question bête. Ta question n'est pas bête, Kikizi, parce qu'il y a des similitudes. C'est pareil ? Non, disons qu'il y a des Arméniens en Géorgie. J'ai pas dit que c'est facile pour eux, mais il y a quand même, c'est le seul territoire où encore les Arméniens ne sont pas inquiétés physiquement dans leur environnement, dans leur patrie, dans leur plateau historique, c'est-à-dire le plateau arménien. Les relations sont plutôt amicales, mais j'ai pas dit que il y a des soucis, on va dire, des confiscations d'églises. Les Géorgiens, c'est un peuple qui a du mal aussi à respecter une diversité et héritage du soviétisme, mais on peut pas comparer. On ne peut pas comparer ce qui se passe en Géorgie avec ce qui se passe en Azerbaïdjan en aucun cas. Qu'est-ce que la Russie va et peut faire là tout de suite ? Elle a une position qui est un peu compliquée. C'est un proxénète. Qu'est-ce qu'elle veut faire surtout ? C'est surtout ça. L'Azerbaïdjan déjà. Pourquoi la Russie est un proxénète ? La Russie est un proxénète parce qu'elle avait pour mission de protéger une population, donc il avait misé complètement sa destinée sur la Russie et elle l'a bien battue au passage pour faire punir un gouvernement arménien. Mais ça c'est l'argument russe. J'ai pas dit que c'est la vérité. La vérité est plus
compliqué que ça. Mais effectivement, depuis 3 ans, l'Arménie se sent complètement lâchée, à juste titre par la Russie, qui était aussi sa suzeraine. Hein. Et donc, ce rapprochement arméno-américain, arméno-européen, il a suscité l'ire de Moscou. Le fait que, par exemple, l'Arménie ratifie la Convention de Rome, qui en fait, qui est un casus belli. Hein. C'est quoi cette convention? C'est en gros, c'est si Poutine va en Arménie, c'est la cause de la guerre. Voilà, il se fait arrêter. Donc il y a ça, mais il y a aussi une coordination entre la Russie et l'Azerbaïdjan et la Turquie, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, parce que ça s'inscrit dans le cadre d'une alliance des autocraties. Et c'est vrai que M. Aliyev a beaucoup plus de choses en commun avec M. Poutine parce qu'ils parlent le même langage. Ils parlent le langage des autocrates. Donc la Russie, moi je m'inquiète de la Russie parce que c'est plus une pourvoyeuse de sécurité, c'est vraiment c'est un animal blessé. Et il n'y a pas plus dangereux qu'une Russie faible pour l'Arménie, qu'une Russie forte et impériale qui garantit sa propre paix, une paix impériale. Elle n'est plus en mesure de garantir la paix et maintenant elle a choisi son camp, le camp des dictatures. Nadia, Astrig? Je pense que Tigran est beaucoup plus à même de répondre à ces questions. Mais ce qui est évident et ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est que les habitants du Haut-Karabakh ne veulent vivre sur leur terre que parce qu'elles ont un attachement ancestral de racines, c'est leur terre. L'horreur, c'est que l'Azerbaïdjan, la Turquie et tous ces pays-là veulent récupérer ces terres, mais simplement pour faciliter des échanges commerciaux, des échanges de pétrole, de gaz. C'est ça qui est insoutenable et qui est difficile à comprendre. Ces habitants du Haut-Karabakh ont un attachement incroyable. Il y a 3 ans, quand ils partaient pendant la guerre de 2020, ils prenaient leurs morts avec eux pour ne pas laisser leurs morts être détruits. C'est ce qu'il faut réussir à comprendre et c'est de là où, en effet, ce sont des guerriers, des montagnards, et c'est vraiment aussi une espèce de force civilisationnelle de l'humanité qui est en train d'être complètement détruite, et c'est ce qui est aussi insupportable, pas seulement parce que nous sommes d'origine arménienne, mais parce que nous croyons réellement en une certaine forme d'humanité qui peut-être existe encore. Pour les Azeris, comme le disait le prix Nobel de la paix russe Sakharov, c'est un enjeu d'orgueil national. Pour les Arméniens, c'est un enjeu existentiel. C'est être ou ne pas être, tout simplement. Pourquoi la voix de la France paraît un peu inaudible dans tout ce concert? Je crois qu'on l'a dit, on a parlé de l'affaiblissement de la France sur la scène internationale, une voix qui porte beaucoup moins, la division du Conseil européen, le fait que M. Macron nous a habitués à une parole d'amitié. Il a été le seul chef d'État à nommer l'agresseur et l'agressé occidental, ce que le pape François n'a pas fait et qui continue à ne pas faire, et ça il faut quand même le souligner. Les Arméniens sont extrêmement blessés par ce silence criminel du chef de l'Église catholique, parce qu'ils ont une vraie amitié fraternelle avec l'Église catholique, même s'ils ne sont pas catholiques. Rappelons que quand même la famille d'Aliyev a été décorée et puis surtout a financé presque l'entièreté de la restauration de la chapelle Sixtine et qu'elle restaure tout un tas de patrimoine culturel en France. Diplomatie du caviar. Oui, c'est ce que tu rappelais en fait pour tout à l'heure. C'est vrai aussi tu rappelais ça pour l'UNESCO, c'est vrai au Vatican et c'est malheureusement encore récemment vrai pour même l'Union européenne, puisque pas plus tard qu'hier ou avant-hier, avant qu'il y ait les observateurs de l'Union européenne qui aillent sur place, Aliyev a donné $1 million à l'UE. Enfin, c'est la France peut faire 2 choses. Bon, déjà, au niveau européen, Macron a réussi vraiment à tordre le bras à ses partenaires pour imposer l'envoi d'une mission civile non armée d'observateurs de l'Union européenne. C'est même pas une centaine de personnes qui sont déployées le long de la frontière côté arménien pour observer les violations de cessez-le-feu. Or, ces gens-là défendent l'Arménie avec une paire de jumelles et un bloc-notes. Et jusqu'à ce jour, ils n'ont toujours pas rendu public les cartes. Parce qu'ils ont cartographié, mais ils ne rendent pas public. Ce qui est scandaleux. Parce que si on rend public les cartes, on comprendra qui est l'agresseur, qui est l'agressé, puisque, comme l'a rappelé Nadia, l'Azerbaïdjan empiète, occupe une petite partie du territoire arménien, mais ils ont pris les hauteurs stratégiques, ce qui rend encore plus vulnérable la défense du territoire arménien. Et qui terrorise la population, d'ailleurs. Deuxième étape, envoyer des armes défensives à l'Arménie, pour montrer à quel point cette solidarité, c'est pas que des mots du culturel. Et troisième étape, internationaliser la question, en organisant une conférence internationale à Erevan sur la sécurité de l'Arménie. La France et l'Arménie sont partenaires aussi dans l'OIF. L'Arménie est membre de la francophonie. C'est un membre très enthousiaste, la francophonie. La francophonie n'a peut-être pas un levier stratégique, mais elle peut aider à renforcer la diplomatie arménienne, à avoir plus de souplesse et mieux faire connaître la gravité des enjeux. L'exode, ça a été un exode éclair. Pourquoi c'est allé si vite? Pourquoi maintenant? Déjà, ils ont été affamés pendant 9 mois, donc il faut quand même savoir que pendant 9 mois, il y a eu vraiment... On n'en parlait pas beaucoup. Oui, on n'en parlait pas beaucoup. Malheureusement, on a attendu que
entendu, qui partent, quoi, en fait. Oui, et puis après, donc, ils ont été bombardés quand même. Il ne faut pas oublier que le 19 septembre, enfin, ça a été des bombardements sur la capitale de l'Azerbaïdjan, sur les populations civiles. Il y a eu des centaines de morts. Et donc, ils ont bien compris que c'était, comme on dit, c'est où ils partent, où ils meurent. Donc, c'est la valise ou le cercueil, comme on dit, effectivement. Et donc, ils n'avaient pas le choix que de partir. Il faut vraiment se rendre compte que c'est ça qui se passe. Mais il faut aussi rappeler, excuse-moi, un truc important, c'est que les pays occidentaux sont coupables de lâcheté. Pourquoi lâcheté? Parce qu'ils ont vraiment attendu qu'ils partent pour pouvoir envoyer des boîtes de pansement. C'est-à-dire, Madame Samantha Power, qui est présidente de USAID, etc., la diplomatie américaine avait dit, s'il y a un nettoyage ethnique, ça sera notre ligne rouge. Hein. Mais ils n'ont rien fait, ils n'ont pas bougé. Par contre, ils savaient pertinemment ce qui allait se passer. Ils ont attendu que le Haut-Karabakh se vide de ces Arméniens pour pouvoir envoyer une mission humanitaire en Arménie. Mais pourquoi ils ont fait ça? Comprenons un peu les enjeux. C'est que qui protégeait les Arméniens du Karabakh? C'était les Russes. Or, malheureusement, les Russes, ce sont les méchants. Donc, les Arméniens du Karabakh étaient un peu un caillou dans la chaussure des Américains, mais aussi des Européens. Oui, les Arméniens, en fait, c'est la victime collatérale entre la guerre entre les USA et la Russie, enfin, ou l'Occident et la Russie. Et c'est vraiment terrible, parce que on est au mauvais endroit, au mauvais moment, en fait. Hein. C'est vraiment... Sauf que ça dure depuis la nuit des temps. C'est pas... Dans le chat, il y a un viewer qui demande... Qui dit Bakou pourra toujours compter sur Ankara, en fait. On pourra toujours compter sur la Turquie. Alors, ils sont considérés comme une même nation en deux États, mais c'est une relation extrêmement complexe. Elle est interdépendante parce que la Turquie, l'Azerbaïdjan dépend beaucoup de la Turquie pour ses drones, pour ses armements, et ça a fait la différence avec l'armement israélien. Mais la Turquie dépend aussi de l'Azerbaïdjan pour son gaz et ses investissements dans les infrastructures stratégiques, parce qu'il y a une interdépendance croissante. Mais c'est vrai qu'il y a une communion pan-turquie. N'oublions pas de quoi l'Azerbaïdjan est le nom. De quoi l'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan, c'est un État artificiel créé en 1918. On peut peut-être d'ailleurs y revenir, on n'en a pas beaucoup parlé de l'Azerbaïdjan. Sur seulement une petite partie de la population azerbaïdjanaise, parce que les Azéris, l'ethnie azérie, il y en a 2 fois plus en Iran qu'en Azerbaïdjan. Ils sont 20 millions en Iran, d'où l'inquiétude de l'Iran aussi par rapport à ce sujet. Et ils sont à peu près un peu moins de 10 millions en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a été créé par des idéologues pan-turquistes, notamment de la famille de M. Enver Pacha, qui est le criminel, un des principaux responsables du génocide des Arméniens. Et on a vraiment un culte de la haine anti-arménienne qui a été institutionnalisé par cet héritage historique. Donc l'Azerbaïdjan est une vraie menace existentielle pour les Arméniens du fait de ses racines historiques et de sa raison d'être. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des nuances avec la Turquie, que la relation n'est pas forcément si évidente que l'on... Elle évoluera peut-être quand il y aura plus de gaz et plus de pétrole, mais ça, c'est pas encore pour demain, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les gens qui ont fui, qui se sont réfugiés en Arménie? Et deux options. Soit... la question à tous les trois. Oui, moi je pense que la population d'Arménie doit vraiment faire montre de solidarité. D'Arménie, diaspora doit se mobiliser pour que ces gens-là, qui étaient vraiment l'honneur, la dignité de la nation arménienne pendant 30 ans, ils ont résisté pendant 30 ans aux assauts continuels des Azéris, aux pogroms aussi. Il y a eu des pogroms, il y a eu des massacres. Il faut les accueillir avec dignité, avec fraternité, et pas raviver des rancœurs entre Arméniens du Karabakh, Arméniens d'Arménie, parce que c'est aussi un peu le cas. Hein. Ensuite, parce qu'il y a des communautés dans la communauté. Parce qu'en Arménie, on estime que le prix à payer du Karabakh a été très élevé pour l'Arménie. C'est-à-dire que l'Arménie a porté le fardeau de ce conflit au détriment de son développement économique et de son intégration régionale. Et ça, on le voit très bien parce que le Premier ministre actuel arménien, il est élu aussi par ces gens-là qui ne veulent plus de guerre et qui sont là de cette guerre. Mais là, il y a un vrai enjeu éthique. Il faut à la fois faire montre de maturité politique et de montrer que les Azéris, il n'y a pas de différence entre un Arménien du Karabakh, un Arménien d'Arménie, un Arménien de diaspora. Ce sont les mêmes chiens, ce sont les mêmes rats qu'il faut exterminer aux yeux des Azéris. C'est très important que les Arméniens qui nous écoutent aient ça en tête pour faire montre de maturité politique, mais aussi pour consolider cet État arménien qui est extrêmement fragile et vulnérable. Cette démocratie arménienne qui est malheureusement aussi menacée par des intérêts étrangers, notamment russes. Après, on peut comprendre que certains d'entre eux sont tellement traumatisés que peut-être qu'ils ne voudront même pas rester en Arménie. Hein, mais ça, c'est un sujet qui va se révéler dans un futur proche. Mais il y a la solidarité, on l'a tous les deux évoqué, tous les trois, elle est là, elle sera pas... Enfin, elle ne sera pas défaillante, elle sera toujours présente, mais il faut comprendre que ces gens-là, tu l'as dit, ils sont traumatisés depuis 30 ans, et c'est très dur. Combien de familles en Azerbaïdjan, je dis, dans les familles du Haut-Karabakh,
dans toutes les familles, ils ont un grand-père qui est mort à la Première Guerre il y a 30 ans, ils ont un père qui est mort à la Deuxième Guerre, ils ont des fils qui ont été blessés ou qui sont morts. Enfin, c'est vraiment un traumatisme qui se transmet de génération en génération. C'est vraiment épouvantable. Malheureusement, donc, on n'en perçoit pas toute la gravité, effectivement, en Occident, mais c'est vraiment quelque chose de très profond. Mais juste une touche perspective et prospective, parce que c'est important aussi de ne pas forcément se lamenter sur notre sort, mais parler de ce que peut faire l'Arménie pour le monde et que ce que peut faire la France pour ses propres intérêts. C'est que l'Arménie, c'est vraiment un pays relais de la France et de ses intérêts. L'Arménie, pour moi, elle est au cœur d'un axe géostratégique qui va de la France à l'Inde. L'Inde qui est très proche de l'Arménie, qui est très proche de la France aussi. C'est très important que la France ait conscience. C'est un pays pivot entre l'Inde et la France. Donc c'est pas que pour les beaux yeux des Arméniens qu'il faut les aider, mais effectivement là où la France elle a vraiment une fenêtre de tir, c'est investir massivement économiquement pour le développement des startups qui produisent de la haute valeur ajoutée en Arménie, parce qu'il y a une vraie intelligence humaine. Les Arméniens de l'Artsakh aussi sont vraiment investis parce que c'est vraiment une population très laborieuse qui travaille énormément. Donc leur donner les possibilités de s'épanouir et de créer des écosystèmes dans le sud de l'Arménie, en Arménie, pour renforcer ce pays, mais aussi pour l'intégrer dans cette géographie numérique avec la France. Donc là, il y a un vrai intérêt qui dépasse de très loin la seule dimension humanitaire. Les amis, alors il y a Tikem qui nous a rejoint. Salut Tikem. J'ai promis de vous libérer relativement à l'heure, et c'est relativement l'heure. Qui veut prendre le mot de la fin? On peut encore discuter, on peut ouvrir d'autres tiroirs si vous le souhaitez. C'est pour vous libérer à l'heure, mais on a 10 minutes devant nous si vous le souhaitez. Une petite remarque à titre personnel. Moi qui suis française, donc qui ai mes papiers français, et qui suis d'origine arménienne, je ne pourrais jamais mettre un pied en Azerbaïdjan. C'est-à-dire que leur racisme qu'a évoqué Tigran va au-delà de tout, c'est-à-dire qu'ils ont une haine, une arménophobie telle que même une personne... Donc c'est pour vous dire à quel point les Arméniens peuvent se sentir en danger quand ils sont voisins, alors que moi-même, en tant que Française, je n'irai jamais mettre un pied en Azerbaïdjan parce que je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver et ça m'est fortement déconseillé. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez... En tant qu'artiste, pas dans un cadre privé, je veux dire, en tant qu'artiste qui se produit musicalement sur la scène. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est aussi de pouvoir montrer toute la richesse culturelle. Et c'est vrai, l'Arménie, contrairement à l'Azerbaïdjan, a une histoire, une richesse culturelle, et c'est notre arme, peut-être quelque chose aussi qu'ils essayent d'effacer. Et je pense que voilà, de pouvoir s'informer, de pouvoir se renseigner un petit peu sur la richesse, qui ce soit musicale, cinématographique, littéraire et autres, de ce que finalement, ce qui peut être envie à l'Arménie, ça peut aider aussi à comprendre un tout petit peu la haine et puis la jalousie qui qu'attise pour l'Azerbaïdjan et également la Turquie. Nadia, vous acquiescez formellement? Oui, j'acquiesce bien sûr, parce qu'on a aussi en Arménie et en diaspora la chance d'avoir de très très brillants musiciens dont Astrid fait partie, et c'est aussi une manière de refléter la culture arménienne. Juste pour conclure, donc je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais on a évoqué les frontières de l'Arménie qui restent à protéger, les réfugiés qui restent encore à bien sûr accueillir et installer. Je voudrais juste qu'on dise un mot des prisonniers politiques qui sont en Azerbaïdjan. Parce que c'est important. Toutes les vies ont bien sûr la même valeur, mais l'Azerbaïdjan a arrêté donc les derniers en fait dirigeants du Haut-Karabakh. C'est tout à fait illégal. Quand on sait comment, et Astrid le rappelait, comment l'armée azérie traite les prisonniers, ou même pas les prisonniers, civils, la population, enfants, les civils, on peut être extrêmement inquiet. Et pour nous, c'est des symboles. C'est comme si, j'ose le dire, Charles de Gaulle est un symbole pour la France. Il y a des gens qui sont des symboles. C'est le courage de ces Arméniens qui étaient dans le Haut-Karabakh, qui ont défendu bec et ongle leur patrie. C'est un symbole pour nous. Et c'est très important qu'on se mobilise et que la France, une fois de plus, nous aide, parce qu'elle peut nous aider à alerter, à sanctionner et à faire en sorte qu'on libère les prisonniers politiques qui sont et comprendre aussi, pour conclure sur une note d'espérance, c'est que prendre conscience de ce que les Arméniens ont fait pour la France. On va maintenant accueillir les cendres de Misak Manouchian, héros de la résistance, qui s'est battu, qui est mort pour la France, au nom de son idéal humaniste, qui n'avait aucune haine pour le peuple allemand, mais qui aujourd'hui, on lui rend les hommages. Je ne connais pas beaucoup de Turco-Azéris qui ont fait pareil, quoi. Donc il y a vraiment une prise de conscience que le sang que les Arméniens ont donné pour la France, ce n'est pas un sang qu'ils ont marchandé.
Hein. C'est une adhésion totale et pleine, et dont Astrix Cyranosian et Nadia Gourzoyan en sont aussi l'illustration la plus éloquente de cette intégration parfaite, républicaine et réussie, mais aussi ce que peut faire la France en retour, parce qu'elle a aussi une forme de dette. Et malheureusement, par le passé, la France n'a pas toujours été à la hauteur, puisqu'elle a abandonné à plusieurs reprises les Arméniens dans la foulée du génocide de 1915. Merci Tigrane, merci à tous les trois. Merci à vous. Akopik nous dit merci France Info de faire connaître mieux le sujet, à nous transmettre pour que ce soit encore plus connu. Merci à nos trois invités qui ont, je pense, éclairé pas mal nos lumières. Il est 13h passé de 1 minute, je vous libère donc comme convenu, puisque l'heure tourne et le studio s'est rempli, chute dans le fond. Merci donc à tous les trois d'avoir répondu présent. Revenez bien sûr quand vous voulez, on aura l'occasion, alors heureusement ou malheureusement, de reparler du Haut-Karabakh. C'est maintenant la deuxième partie du stream. Je vous chasse du plateau. C'est le moment du Mac du mardi. Avec grand joie, Julie Lotz. Julie Lotz qui patiente. Est-ce qu'elle est là, Julie ? Julie, tu es là ? Julie qui patientait à côté de Cyril et Mathis à la régie. Salut Julie. Bonjour. Alors tu peux plutôt te mettre là, c'est mieux. Comme ça, plutôt à droite, parce que la caméra est là. Prends un micro, les micros sont très directionnels, ouais c'est impeccable. Et il faut bien lui parler bien devant. Julie, on se connaît bien, mais au-delà du fait qu'on se connaît bien, tu es journaliste documentariste. Manon, t'avais reçu dans le talk de France Info l'année dernière pour parler de la réparation des victimes de pédocriminalité dans l'Église. Un documentaire qui a été sélectionné pour le prix Albert Londres. Tu es l'invité du jour. Parce qu'on est toujours très fiers de notre virgule invité du jour. Comment ça va, Julie ? Ça va très bien. Donc, tu étais venue parler de ton doc l'année dernière. Avant d'en parler, on va regarder la bande-annonce. Ça s'appelle « Victimes de l'Église, l'impossible réparation ». C'était diffusé le 19 janvier dernier dans Complément d'enquête sur France 2. Et ça a été donc choisi parmi les 8 films sélectionnés pour le prix audiovisuel de l'Albert Londres. On parle d'une femme qui a été violée plus de 100 fois, qui était l'objet sexuel de 3 prêtres pendant des années. Et on lui dit, on va réparer, on va s'occuper de votre chien. C'est pas sérieux. Pendant 13 ans, Nanou Couturier a vécu dans l'angoisse des visites dans sa chambre d'enfant de 3 prêtres d'une congrégation voisine, celle des pères maristes. Les premières agressions ont débuté lorsqu'elle avait 18 mois. Je crois que la chose la plus terrible qui ait pu m'arriver au seuil de mes 10 ans, c'est la première sodomisation que j'ai vécue. À 13 ans, Nanou Couturier fuit le domicile familial pour se réfugier dans un foyer. 1 an plus tard, elle commence à travailler en usine. Une vie bouleversée par son enfance violée. Nanou subsiste aujourd'hui avec une maigre pension. Elle a 2 grands-enfants, mais habite seule, incapable de vivre en couple. Bon, ma vie de rêve, c'était je serais maman, je voulais 5 enfants. Mais il y aurait un papa avec un. Et je vieillirais actuellement avec quelqu'un que je tiendrais par la main quand je me promène dans la rue. Et quand je vois mes amis qui ont 50 ans de mariage, je dis, moi, vous savez, un jour, je vais faire 50 ans de divorce. Et c'est une destruction qui a été faite dans ma vie que j'impacte entièrement à ce que j'ai vécu avec les curés. Ces crimes sont prescrits. Nanou Couturier ne peut plus faire appel à la justice. En janvier 2022, elle s'est donc tournée vers la commission présidée par Antoine Garapon. Elle a été l'une des premières victimes à être auditionnée. Ses interlocuteurs lui ont envoyé la retranscription intégrale de cet entretien. On y lit une proposition d'indemnisation surprenante. Vous avez parlé de la voiture, vous avez parlé d'autres choses, du chien et tout ça. Une des options, ça serait effectivement des choses très très concrètes. Ça pourrait être vous couvrir les frais de vétérinaire à vie ? J'ai parlé d'un chien que je n'avais pas pu garder parce que financièrement, je ne pouvais pas. Et donc là, il me propose de me verser, presque à vie, tous les soins vétérinaires qu'il y aurait besoin pour mes chiens, si j'en voulais d'autres, ou je crois que la nourriture en faisait partie aussi. Bah, je me suis dit, mais ça tient pas la route, ça peut... Enfin, j'ai trouvé que c'était ridicule. On parle d'une femme qui a été violée plus de 100 fois, qui était l'objet sexuel de 3 prêtres pendant des années, et on lui dit, on va réparer, on va s'occuper de votre chien. C'est pas sérieux. Il faut que la réparation prenne la juste mesure des dégâts causés. Et si on ne veut pas prendre la juste mesure, c'est un simulacre de réparation. C'est un simulacre de justice rendue. Nanou Couturier a fait appel à Maître Sagnier pour l'accompagner et obtenir une meilleure indemnisation.
C'est un sujet qui a été diffusé donc en janvier dernier. Julie, est-ce qu'il a encore une actualité, ce sujet ? Oui, enfin, d'ailleurs, c'est peut-être la première chose que je voulais dire. Déjà, je suis vraiment, enfin, j'étais à la fois contente, évidemment, d'être sélectionnée, mais en fait, surtout contente pour ce sujet, pour ces victimes, parce que effectivement, en fait, c'est un sujet sur les victimes d'abus sexuels dans l'Église, et ce sont des personnes qui ont passé des années en fait dans un silence, qui ont eu le courage un jour de parler. C'est compliqué en fait pour une victime d'abus sexuels, et là en fait elles ont eu le courage de parler dans ce film. Ça a été très compliqué pour elles parce qu'il a fallu parler des abus sexuels, mais aussi de la manière dont ces commissions en fait les traitaient aujourd'hui. Oui, il y a une actualité. En fait, finalement, il y a pas grand-chose qui a changé depuis la diffusion, malheureusement. Donc c'est aussi pour ça en fait que je suis vraiment très reconnaissante à ce jury d'avoir présélectionné ce documentaire, parce que pour moi ça permet de remettre en fait un coup de projecteur sur ces commissions et sur le quotidien de ces victimes qui aujourd'hui en fait se disent mal écoutées, parfois même maltraitées en fait par ces commissions mandatées par l'Église, et qui finalement, en fait, toute leur vie, ont fait face à cette institution qui les a d'abord trahis, puis ne les a pas écoutés, ne les a pas crus, a complètement mis ça de côté, ou alors parfois savait mais n'a rien dit, a simplement déplacé les prêtres, etc. Enfin, je suis vraiment contente en fait qu'on reparle de ce sujet qui pour moi est très important. À la jeunesse de ce sujet, avant que tu rencontres les victimes, il y a quoi ? Alors l'idée en fait de ce sujet, elle vient du producteur du documentaire qui s'appelle Éric Colomer, qui est producteur chez Dreamway Productions et qui est en fait un producteur qui a travaillé déjà beaucoup sur l'Église. Il a notamment produit Religieuses abusées, qui était en fait un des premiers documentaires à justement traiter de ce sujet, des religieuses abusées par des prêtres. Il a également co-réalisé Célibat des prêtres, le calvaire de l'Église. Donc c'est un producteur qui connaît très bien l'Église, et c'était un bon départ évidemment. Donc il m'a confié ce film qui m'a tout de suite effectivement donné envie en fait d'enquêter. France 2 et Complément d'enquête ont suivi, et du coup ça a été le début de à peu près un an d'enquête. Un an d'enquête, ce qui est plutôt beaucoup en fait. C'est beaucoup, je crois que c'est la première fois que je travaille aussi longtemps sur un film. Mais c'est pas ton premier film. Hein. Non, mais c'est en tout cas, c'est vrai qu'on passe pas toujours autant de temps, mais là en fait, il y avait plusieurs. En fait, il y a plusieurs choses qui ont fait que c'était vraiment nécessaire. C'est que déjà. Il faut gagner la confiance des personnes victimes. C'est ce que j'allais te poser comme question. C'est compliqué d'approcher des personnes qui ont vécu des choses aussi, qui sont complètement ramassées, qui sont détruites en réalité. Ouais, elles parlent elles-mêmes d'ailleurs souvent de vie brisée. Et en fait, c'est un peu... Littéralement. En fait, ouais, au début, c'est un peu difficile à comprendre. Il a fallu vraiment d'abord se plonger, en fait, et d'ailleurs dans un document qui m'a beaucoup marqué, c'est une annexe du rapport de la SIAZ, en fait, parce que donc à l'origine quand même de ces commissions. Peut-être un petit peu ce que c'est le rapport de la SIAZ en un mot pour ceux qui débarquent là. À l'origine de ces notamment Hélène qui va nous rejoindre, salut Hélène. À l'origine de ces commissions, en fait, il y a donc le rapport de la SIAZ qui a été un rapport commandé par l'Église qui a mis en évidence, qui a estimé à 330 000 victimes de l'Église, donc le nombre de victimes depuis les années 50. Et dans ce rapport, il y a une annexe qui est en fait une annexe c'est des témoignages en fait de victimes qui racontent les conséquences qu'ont eues ces agressions sexuelles sur toute leur vie. Et en fait, on n'imagine pas, on est souvent très choqué par l'agression, par un viol, le mot viol, évidemment, c'est choquant, etc. Évidemment que c'est horrible. Mais en fait, ce qu'on imagine rarement, c'est les conséquences que ça a dans une vie sur toute la vie, en fait. Tout le reste de la vie. Ça peut être
Enfin, c'est surtout en fait une grande culpabilité, paradoxalement. Ce sont des personnes qui sont coupables et qui se sentent coupables en fait toute leur vie, qui ont honte. Et ça les poursuit et elles ont aussi beaucoup de mal en fait, et c'est ce qu'elles disent, à faire confiance. Donc oui, en fait, c'est pas simple. Il a fallu vraiment passer beaucoup de temps à échanger, mais à échanger simplement, enfin pas seulement en fait. Pour qu'on imagine un petit peu, parce que dans ce studio, il y a pas mal de journalistes, il y en a au moins 2 sur le plateau. Combien de temps tu passes combien de temps avec ces personnes? Un entretien, c'est sur 6 mois, c'est sur 2 semaines, c'est peut-être très variable en réalité. Franchement... Combien de temps dure le doc? Il dure une 50aine de minutes. Il dure 52 minutes et alors ça a aussi été une grosse... Enfin, on a mis les moyens à la production, enfin, on m'a donné les moyens à la production. Donc il y a eu beaucoup de jours de tournage, une trentaine, 10 semaines de montage. C'est beaucoup. C'est énorme, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et moi, j'ai passé... d'abord, ce sont soit des contacts par mail d'abord, si c'est mieux comme ça. Ensuite, ce sont des appels. La plupart du temps, et vraiment, sauf si c'était impossible, j'allais les rencontrer avant tout tournage. Sans caméra, sans micro, sans rien. Voilà. Ensuite, on a vraiment aussi essayé de filmer en fait ces victimes, ces personnes victimes, dans un cadre où en fait on pouvait... on s'est vraiment intéressé à l'image et à comment en fait on pouvait montrer. Par exemple, on a tourné dans des églises pour en fait montrer un petit peu la puissance, le poids écrasant exactement, du bâtiment même. Exactement, et la puissance de l'Église en soi, mais aussi la puissance financière, puisque l'autre partie du documentaire s'intéresse aux moyens de l'Église. Et toute la question, c'est est-ce qu'effectivement l'Église indemnise à hauteur de ses moyens d'une part et à hauteur des préjudices et donc de l'ensemble des conséquences que ces agressions sexuelles ont dans la vie de ces victimes. Donc oui, ça a pris du temps, mais en fait, on ne pouvait pas ne pas prendre le temps. En fait, ce n'est pas possible, je pense, de faire un film sans prendre le temps sur ce sujet-là. Donc voilà. Donc en fait, je pense qu'on est d'autant plus heureux, encore une fois, que ce film, en fait, aujourd'hui, il soit nommé, parce qu'en fait, c'est vrai que ça a été un an de travail. Ça a été beaucoup de travail, ouais. Il y a des personnes que tu as rencontrées, que tu as revues, qui t'ont peut-être rappelé pour te donner un peu leur actualité. Comment ça a été reçu, ton documentaire? En fait, je suis toujours en contact régulier avec quasiment toutes les victimes. Hier soir, j'avais Patrick au téléphone qui, lui, en fait... à l'aide d'une avocate, il a essayé d'évaluer la somme du montant de ses préjudices, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se fait dans la justice classique. Donc, il y a des experts... Si on chiffre le préjudice, exactement, avec le nombre d'ITT, d'interruptions temporaires de travail... ça peut être... le manque à gagner économique. Ouais, exactement, un empêchement de travailler, mais aussi une impossibilité d'être en couple, d'avoir des enfants. Enfin, en fait, tout ça, ça se traduit sur de nombreux points, et ça se chiffre. Et donc... Patrick, à l'aide d'une avocate, l'a chiffré et il était arrivé à un montant de mémoire de 700 000 euros, dont 100 000 euros de frais de thérapie uniquement. Évidemment lié à ces agressions sexuelles qu'il avait subies entre ses 13 et ses 18 ans par un prêtre du diocèse de Bayonne. Et en fait, lui, il a obtenu le maximum, 60 000 euros. Donc là encore, toute la question... Donc c'est plus de 10 fois moins. Exactement. Et en fait, toute la question, et d'ailleurs de l'aveu même d'une avocate qui fait partie de cette commission, 60 000 euros, c'est rien. Et ça ne peut pas répondre, en fait, évidemment, à l'ensemble des préjudices. Ce n'est pas suffisant. Et donc Patrick, aujourd'hui... il est toujours dans la même situation. Il a touché ses 60 000 euros. Il a touché ses 60 000 euros, mais il est toujours dans une situation très précaire. Et aujourd'hui, en fait, il essaye justement de faire en sorte, en fait, que l'on revoie cette décision. Mais pour l'instant, c'est un combat vain.
tout comme Nanou Couturier, donc on a entendu là, qui elle... C'est celui qu'on a écouté dans l'extrait que le Cyril a témoignage, passé. ouais. En fait, elle a été pareil, donc violée par 3 prêtres durant toute son enfance. Et donc, c'est la victime à qui, en entretien, on envisage comme indemnisation le remboursement des frais vétérinaires de son chien à vie. Donc, Nanou Couturier, elle continue à se battre. Elle a monté une association, mais elle est toujours coincée en fait en tout cas dans cette démarche-là. Elle n'a rien obtenu pour l'instant. Mais elle a fait de son côté en fait une expertise médicale qu'elle espère rendre publique bientôt. Donc peut-être que, j'espère pour elle, ça fera avancer les choses. Parce qu'en fait, c'était un peu toute la question est-ce qu'il ne faudrait pas que ces commissions finalement se fassent accompagner ou en tout cas pratiquent de vraies expertises. Parce qu'en tout cas, nous, ce qu'on a vu dans le documentaire et les entretiens qu'on a filmés, ne faisait pas appel à des experts et ce qu'on a vu nous, en tout cas c'était assez catastrophique dans le sens où on disait quand même à des personnes victimes mais vous semblez pas si impactés, ce qui a été pour les experts qui ont vu ces entretiens et qui on les a soumis, c'était juste ni fait ni à faire en fait. Parce que ces victimes, évidemment, même si au final, l'argent n'est pas le principal but, mais je pense qu'il y a aussi une reconnaissance. Et quand on dit à quelqu'un, vous n'avez pas l'air si impacté... C'est lui Acopic qui dit la valeur de la reconnaissance n'a pas de prix et pourtant ils en accordent aucune aux victimes, c'est lunaire. C'est lunaire. La reconnaissance, en fait, oui, pour nous, ça a été un peu lunaire, effectivement. Et l'argent ne fait pas tout, mais il y a aussi une forme de reconnaissance. Et je pense que pour les victimes, d'être entendues, crues et de recevoir, en fait, une indemnisation à hauteur de leur préjudice, et surtout, en fait, quand on voit l'importance de la fortune de l'Église, je pense que ça serait en fait une forme de réparation juste parce que donc cette année, ce qui a aussi pris un peu de temps et j'aimerais juste le dire pour saluer Dominique Gousseau qui fait partie de la Libre Pensée qui est une association de défense de la laïcité et lui en fait c'est un ancien contrôleur des comptes qui nous a aidés à éplucher en fait tous les comptes des diocèses, de 93 diocèses. C'est un haut fonctionnaire spécialisé dans tout à fait. On va dire l'analyse financière des comptes de l'État. Voilà, un ancien contrôleur de la Cour des comptes, mais oui, effectivement. En tout cas, il avait l'expertise et on avait les comptes. Donc en fait, c'est ça qui était assez étonnant, c'est que finalement, ces comptes, ils sont disponibles en fait. Ils sont publics, mais personne en fait ne s'était jamais vraiment... En tout cas, bon, ça prend du temps, effectivement, et on l'a fait grâce à son aide. Mais c'est vrai que personne n'avait vraiment jamais regardé dans ses comptes et on s'est rendu compte qu'on imaginait bien sûr que l'Église avait beaucoup de richesses, mais en fait là, on est à plus de 8 milliards d'euros à la fois patrimoine, placement immobilier et disponibilité, ce qui est énorme en fait, et ce qui permettrait d'indemniser, je pense, les victimes, chaque victime à hauteur de leur préjudice. Ça valait bien peut-être une sélection pour le prix Albert Londres. Le résultat, c'est quand, Julie Lotz ? En tout cas, déjà, encore une fois, je suis déjà très contente de cette sélection. Il y a d'autres documentaires qui ont été sélectionnés. Il y a une catégorie audiovisuelle, une catégorie presse-papier. Voilà, vous êtes nombreux. Voilà. Vous êtes nombreux, mais vous êtes quand même assez peu à avoir été sélectionnés. Plein de documentaires. C'est le prix le plus prestigieux en France, je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus prestigieux que l'Albert Londres ? Bon, il y a le Pulitzer au niveau mondial, peut-être. On le compare au Pulitzer, mais en tout cas, il y a plein d'autres documentaires de qualité sur d'autres sujets qui ont été sélectionnés. Mais encore une fois, oui, c'est juste... Enfin, moi, donc, les résultats, pour répondre à la question, c'est le 27 novembre. Mais déjà, cette sélection, en fait, je trouve que c'est... j'en suis vraiment très reconnaissante parce que je pense que ce sujet est très important, que c'est des victimes qui ont été vraiment... dans le silence pendant des années
et que ça va permettre, je l'espère, leur permettre de poursuivre ce combat de la reconnaissance et de la réparation. Merci Julie Lotte, sélectionnée pour le prix Albert Londres. On va mettre le lien du doc, je crois que les modos vont le faire. Merci d'avoir passé cette petite quinzaine de minutes avec nous, reviens quand tu veux. Eh ben merci à toi, merci à vous. Le 27 novembre alors, avec peut-être une bonne nouvelle. Et puis c'était déjà une bonne nouvelle en réalité, donc cette sélection. Merci infiniment Julie. Merci beaucoup. Changement de plateau, j'accueille qui ? J'accueille Nicolas Lelouch de la rédaction de Numérama, Marie-Stéphanie Sévros de la rédac de Mademoiselle et Théo Huard de la rédac de France Info. Installez-vous un peu comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Nico, on commence avec toi, parce que c'est l'heure du déclic Numérama. Et on retrouve l'ami, donc Nicolas Lelouch pour le déclic Numérama, pardon. J'ai trop le nez dans mes fiches. Salut Nico. Salut. Nico, ravi d'être là pour la première fois. Ravi que tu sois là pour la première fois, j'espère que tu vas revenir. Tu es chef de rubrique tech à la rédaction chez nos amis de Numérama. Tu vas nous parler du gros crash du métaverse. Oui. Avec comme point de départ Mark Zuckerberg qui a organisé la semaine dernière sa grande conférence MetaConnect dans laquelle il dévoile chaque année les orientations stratégiques de son groupe. On a remarqué un grand changement cette année. Le mot métaverse n'a pas été prononcé avant la 31e minute. 30 minutes, donc 31 minutes, c'est très long parce que Mark Zuckerberg avait fait un peu une obsession sur ce concept. Pourquoi ce silence ? C'est quoi le métavers ? C'est ça, c'est le sujet en fait. Je pense que tout le problème du métavers, c'est le mot. C'est même pas le concept en lui-même, c'est pas la technologie, c'est pas la volonté de Mark Zuckerberg de changer le monde. C'est qu'on a un mot qu'on entend de partout depuis 2 ans et personne ne sait ce qu'est le métavers. C'est un peu fourre-tout ce mot, c'est ça. C'est complètement un mot fourre-tout. Il y a une réalité. En tant que journaliste tech, je vais beaucoup à des salons, je me déplace, je rencontre des startups et à peu près toutes les startups que je croise depuis 2 ans, elles ont métavers dans leur nom, elles ont métavers dans leur description et elles disent qu'elles préparent les technologies du métavers de demain, alors qu'en réalité, et un rapport gouvernemental commandé par le gouvernement français le dit, personne ne sait ce qu'est le métavers. On a beaucoup parlé dans les rédacs, on a tous fait des sujets on a tous fait des articles là-dessus. Sans trop savoir bien de quoi il s'agissait. Il y a un vrai emballement et le paradoxe c'est que cet emballement a été lancé par Meta. C'est Mark Zuckerberg qui fin 2021 annonce le changement de nom de son entreprise. Il dit qu'on passe de Facebook à Meta parce que désormais les réseaux sociaux c'est fini et on prépare Internet de demain, le métavers, qui serait donc en quelque sorte un casque de réalité virtuelle qu'on met sur la tête qui permet de se plonger dans un monde virtuel et d'aller jouer au ping-pong avec ses amis le soir quand on est chacun chez soi. C'est bizarre. Évidemment, tout le monde s'emballe, tout le monde se dit si Mark Zuckerberg le présente comme ça, c'est sans doute que c'est le futur d'Internet, que c'est le futur des réseaux sociaux. Le problème, c'est que ce mot ne décolle pas parce qu'il englobe trop de choses. Moi, j'ai pour souvenir, je ne sais pas si tu as aussi pour souvenir, Carrefour qui avait lancé les entretiens d'embauche dans le métavers, qui était hyper fier et d'être pionnier là-dessus. Tout le monde a certainement eu très envie de passer un entretien chez Carrefour. C'est ça, il y a de pauvres personnes qui avaient candidaté pour Carrefour qui se sont retrouvées avec un avatar virtuel à répondre à un employeur virtuel. Et Carrefour était super fier de dire qu'il était pionnier là-dessus. Il y a des gens qui ont acheté des appartements dans le métavers avec des entreprises qui sont devenues spécialistes de la vente de parcelles dans ce métavers. Mais la réalité, c'est que personne ne sait ce qu'est le métavers. Est-ce que c'est un monde virtuel ? Est-ce que c'est des jeux vidéo ? Si c'est des jeux vidéo, est-ce que GTA, Fortnite sont déjà des métavers ? Techniquement, oui. Et le problème, c'est que Meta s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis. Alors, je ne sais pas si dans le chat, vous voyez de quoi il s'agit, si ça vous a enthousiasmé. Théo, Marie-Stéphanie, ça fait sens, comme on dit dans votre tête, le métaverse ? Pas du tout. Chez Mademoiselle, on n'a pas fait de papier là-dessus. Non, c'est vrai que c'est pas notre cœur de cible, mais non, moi ça me provoque plutôt une angoisse quand j'entends que vous parlez d'entretien d'embauche dans le métaverse. Vraiment, c'est voilà. Bon, Théo, nous on a fait à la rédac de France Info, on a fait des articles, on a fait des papiers sur le métaverse. Oui. Après, moi, je suis pas particulièrement passionné par le métavers non plus. Je pense que j'y avais été une fois par curiosité, mais c'est vrai que c'est assez abstrait. Il y a Yulis qui dit métavers, c'est un remake de Second Life. Complètement, c'est en quelque sorte le premier métavers. Les Sims peuvent aussi être un métavers si on part du fait que c'est un monde virtuel dans lequel on reproduit des choses qui se passent dans la vraie vie. Donc le terme, clairement, a posé problème. Et ce qui est dommage, d'ailleurs, c'est que les casques de réalité virtuelle dont on entend de plus en plus parler, à titre personnel, je pense que ça peut être l'avenir de l'informatique. Mais le problème étant que les liés au métavers, comme Facebook l'a fait, était la plus grosse erreur d'un point de vue marketing, parce que ça a presque condamné une catégorie à un côté gadget, à un côté dystopie, alors que finalement, cette technologie avait du sens à plein d'échelles.
Il y a, ça va pas de prendre des pseudos comme ça. Il y a Jean de Twizzle, ça va pas, non, et qui dit le métavers c'est comme les NFT, ça n'invente rien, mais les plus crédules enrichiront les créateurs jusqu'à ce que la mode passe. Et qui ajoute Alain Wood qui dit. Donc il dit rien. C'est un peu ça, c'est quelque chose pour les gens crédules pour enrichir des créateurs. Peut-être, oui, de la même manière qu'on peut faire le parallèle avec le monde des crypto-monnaies, qui certes a des usages concrets, mais qui a aussi servi à beaucoup d'entreprises à créer de la valeur à partir de choses qui n'existaient pas. Et ça a fonctionné parce que ça a créé une sorte de marché d'échange. Et je pense qu'au travers du métavers, beaucoup de startups se sont dit qu'il y avait une opportunité financière. Après, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui y croyait vraiment. Et Meta lui-même s'en rend compte, parce que voilà... C'est ce que j'allais te demander, parce que tu m'as envoyé des petites fiches quand même pour que je prépare un peu l'émission, et tu me suggérais de te poser la question. Et donc Meta n'a jamais cru au métaverse, donc je te la pose. Oui, je pense que si, en partie, pour deux raisons. Parce que Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un qui a pour rêve de changer le monde. C'est quelqu'un qui avait pour ambition, avant Donald Trump, avant l'élection de 2016, de devenir président des États-Unis d'Amérique. Malheureusement pour lui, il y a eu pas mal de fiascos, donc Cambridge Analytica, plein de choses qui font qu'aujourd'hui, il est considéré comme imprésidentiable. Je ne sais pas si ça changera dans le futur, mais c'est quelqu'un qui veut changer la société. Et il l'a fait avec Facebook, mais il veut aller plus loin. Et quand il a racheté l'entreprise Oculus qui fabriquait les casques, lui s'est clairement dit que le but n'était pas juste de nous proposer de regarder des vidéos en streaming dans un casque. Il a envie que ces produits-là réinventent l'informatique, et il a sans doute eu pour projet d'imaginer qu'un métavers, une sorte de Facebook géant dans lequel on se retrouverait le soir façon Matrix finalement, façon Ready Player One, serait la solution à cette quête d'inventivité. Mais en même temps, peut-être que Meta s'est toujours dit que c'était surtout un moyen de faire parler de lui et que l'objectif n'était pas de faire ça. Est-ce qu'il a encore les moyens de ses ambitions, Marc ? Oui, une seule chose est sûre. Il y a beaucoup qui se posent la question. Il perd beaucoup d'argent. Oui, voilà, il perd beaucoup d'argent. Il perd beaucoup d'argent. En 2022, il y a une division qui s'appelle Reality Labs chez Meta, qui est une division qui s'occupe des casques, mais surtout du métavers. Et en termes d'investissement, elle a dépensé tellement qu'elle a une perte de 13,7 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que quand on intègre ça au résultat de Meta, c'est le budget d'un tout petit État. Si le métavers n'existait pas, Meta gagnerait quasiment 2 fois plus. Enfin, on en est là quand même au niveau de la dépense. Donc, je pense que Meta va être obligé de revoir ce projet. C'est pas pour rien que pendant une demi-heure, on n'entend pas une seule fois le mot métavers. Maintenant, Meta a un seul truc qui peut l'aider, c'est Apple, qui a annoncé en juin... Pourquoi Apple ? Alors Apple a annoncé en juin un casque qui s'appelle l'Apple Vision Pro, qui est un casque qui sortira l'année prochaine aux États-Unis. Et ce produit-là n'est pas du tout présenté comme un produit de métavers, mais présenté comme un ordinateur spatial. Et ça, c'est intéressant, parce que Meta n'y avait pas pensé. Et Mark Zuckerberg s'était pas du tout dit qu'on pouvait dire que ces produits-là qu'on avait sur la tête n'étaient pas dans l'esprit de Facebook, les casques ont toujours été les smartphones du futur. Donc on les utilisait pour naviguer rapidement. Dans l'esprit d'Apple, les ordinateurs du futur n'auront pas un clavier et un écran comme ce que tu as devant toi, mais ça sera un ordinateur qu'on mettra devant les yeux. Et quand on l'aura, on ne sera pas isolé dans une réalité virtuelle, on verra le vrai monde. C'est-à-dire que là, si j'ai le casque d'Apple sur la tête, je vous verrai tous les trois. Mais si je reçois un message, le message va s'afficher au milieu de ma vision. Et si je veux travailler pour avoir, par exemple, mes logiciels de montage, pour avoir des logiciels pour écrire, j'aurai l'application projetée au milieu de ma vision. Mais avec le vrai monde, la vraie réalité, tu restes dans la réalité. Absolument, je verrai... Alors, soit tu as du tactile, mais tu peux avoir un clavier. Tu peux avoir un clavier, tu peux avoir une souris. Ah oui, c'est quand même commandé par des objets. C'est juste. Tu peux. Après, toute la navigation chez Apple, mais c'est une autre histoire. Elle se fait avec le regard. C'est-à-dire que si tu veux regarder une application, tu la regardes et juste tu fais un tapotement avec tes doigts et ça la sélectionne. Et ça marche super bien. J'ai la chance d'avoir pu l'essayer ce produit il y a quelques mois et ils ont quelque chose d'intéressant. Et ça ouvre plein d'horizons pour Meta parce que. À défaut d'avoir réussi avec le métavers, ils ont la possibilité d'eux aussi se positionner sur les ordinateurs spatiaux. Ils ont déjà les casques, ils ont déjà le projet industriel. Et s'ils arrivent rapidement à nous faire oublier le fait qu'ils ont voulu nous enfermer dans un monde virtuel, peut-être qu'ils pourront réussir à s'imposer avec Apple comme pionnier de l'ordinateur spatial. Il y a Eli Wood qui dit oublie pas Neuralink, ils veulent pas nous mettre des casques mais des puces. Ouais, alors ça c'est l'étape au-dessus. C'est Elon Musk et ses grands projets de nous pucer pour améliorer l'intelligence humaine. Pourquoi pas, mais bon. Pour l'instant, on va se contenter de casques devant les yeux. C'est crédible ou pas ?
Ça l'est, oui, complètement, ouais. Le cerveau, globalement, c'est de l'électricité, et si on est capable d'amplifier, de comprendre les signaux électriques, on peut y On l'a arriver. plus ou moins déjà fait en réalité. On l'a déjà fait, ils ont fait des tests sur des animaux en apprenant à des souris à jouer à des jeux, à jouer aux échecs, à jouer à ce genre de Donc, ils l'ont fait sur des, c'est quoi, c'était des singes ou des cochons? Il y a eu des singes, il y a eu énormément de tests sur des singes. Bon. Et la première chose intéressante pour Neuralink, là on a complètement dévié dans le sujet, mais la première chose intéressante pour Neuralink, ça va être sur des handicaps, par exemple des gens qui ont perdu la vue, qui ont perdu des sens. Et ben, grâce à ce type de puce, on est capable de la réactiver. Et c'est là où il y a un marché très intéressant pour Elon Musk. Il y a Gravissime qui dit pour moi, l'erreur, c'est de voir ça comme un univers virtuel, alors qu'en fait, ce sont des jeux vidéo ou des réseaux sociaux avec un casque virtuel, et puis c'est tout. C'est ça. Bon, finalement, on peut avoir des réseaux sociaux dans un ordinateur spatial. Mais le problème, c'était d'appeler ça métavers parce que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, il y a plein d'entreprises qui avaient ouvert des divisions métavers. Je pense à Disney qui avait ouvert une division métavers. Hyper intéressant pour eux. Ils ont Disneyland. Imaginez un Disneyland sous la forme d'un métavers. Super, ça coûte beaucoup moins cher. Exactement, sauf que la division, elle a fermé l'année dernière parce qu'ils se sont rendus compte que ça allait dans le mur. Il y a Tilox qui disait pour l'instant, personne n'a réussi à créer une vraie hype marketing de métaverse, même si ça fait qu'il y a un énorme potentiel, par exemple Fortnite. Oui, mais Fortnite en soi correspond parfaitement à la division, à l'idée d'un monde virtuel, mais ça n'a pas fait un carton en tant que métavers, ça a fait un carton en tant que jeu vidéo. Et l'erreur de Meta depuis le début là, Meta ils ont une plateforme qui s'appelle Horizon Worlds, et c'est en quelque sorte le premier métavers. C'est une application accessible seulement dans le casque aujourd'hui, qui permet d'aller rencontrer des gens, d'aller jouer avec des gens, d'aller discuter avec des inconnus. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui est toute fraîche. C'était mercredi dernier la conférence de Meta, et je fais partie des rares personnes. C'était où donc? Alors leur conférence c'était dans la Silicon Valley, chez eux, mais elle était diffusée à la fois sur Internet et diffusée dans le métavers, dans Horizon World. Il y avait beaucoup de gens dans le métavers? Eh bien figure-toi qu'il y en avait 15, dont moi. Dans le monde entier? C'est toute la question, mais je pense oui, parce que je suis resté dedans pendant longtemps. Ils avaient des rangées de sièges prévues pour que les gens puissent s'asseoir pour de faux, discuter entre eux. Et la réalité, c'est que les rangées sont toutes restées vides et les gens sont restés debout devant la scène. Et on n'était pas beaucoup, les gens parlaient pas aussi. C'est-à-dire que raconter que le métavers va nous permettre d'augmenter notre interaction sociale parce qu'on va avoir la curiosité d'aller discuter avec quelqu'un, lui demander d'où il vient, pourquoi il est là, s'il vient souvent ici. En fait, ça on le faisait au début, mais les gens en fait ils s'assoient, ils gardent leur casque sur la tête, ils font sans doute autre chose avec leur téléphone en même temps, et c'est tout. Donc ça n'avait strictement aucun intérêt. Marie-Stéphanie, tu voulais dire quelque chose? Non, en fait, c'est coupé la chic. En fait, c'est mythe, quoi. Enfin, c'est au final, enfin, c'est pas plus. Alors, j'imagine que c'est plus élaboré que ça, mais en termes d'utilité, c'est pas mieux élaboré. Les graphismes, on dirait des jeux d'il y a 10 ans. Hein, donc c'est mythe avec un fond ou zoom avec un fond. C'est mythe des années 2000 peut-être, mais non, c'est en effet, c'est très peu élaboré. Il y a un usage quand même sur les appels vidéo. Il y a que ce soit chez Facebook ou chez Apple, il y a cette idée de créer des avatars ultra réalistes qui reproduiraient notre visage en temps réel. Et ça marche. Ils ont des capteurs, des caméras. Ça existe déjà, mais là aujourd'hui, on a un niveau de réalisme où quand on voit un avatar prototype, ils n'existent pas encore ces avatars-là, on a l'impression de voir une vraie personne. Mais il faut trouver l'usage. Est-ce qu'on a envie de faire des appels mythes tous avec un casque sur la tête? C'est pas sûr. Est-ce qu'on a envie de passer un entretien d'embauche avec un avatar plutôt que la vraie personne derrière un écran? Pas sûr non plus. Donc tout va dépendre de l'envie qu'auront les gens. C'est ce que Kyle dit. Mais pourquoi en fait? Il y a Nawel qui dit trop d'interactions tue les interactions. Il y a Columbia qui dit ne faut-il pas confondre métaverse et multiverse, un pont entre physique et virtuel, quel que soit le support? Je pense qu'il te pose la question. On peut voir une dimension un peu philosophique avec cette idée de multivers, d'univers parallèle, de dire que quand on a un casque, on se plonge techniquement dans un univers parallèle. On peut le voir comme ça. Après, la vision de Meta, la vision de Mark Zuckerberg depuis le début, est de recréer la réalité dans un monde virtuel. Ce qui est un peu triste, hein, déjà en soi, de dire que notre monde n'est pas suffisamment intéressant et donc on irait reproduire ce monde avec des écrans devant les yeux. Il y a d'autres manières d'imaginer le futur et les technologies. En améliorant le monde, par exemple. En améliorant le monde, par exemple, ou même, pourquoi pas, à travers ces ordinateurs spatiaux. Entre passer 6 heures par jour devant un écran d'ordinateur ou m'isoler en travaillant dessus, en ayant les gens autour de moi, en ayant 5 écrans, alors que j'aurais jamais 5 écrans sur mon bureau, pourquoi pas? C'est intéressant, c'est une approche qui est nouvelle et qui permet de faire des choses un peu intéressantes. Mais par contre, aller me balader dans les rues de Barcelone et caresser un faux chat dans le monde, c'est vraiment des exemples qui ont été montrés par Mark Zuckerberg l'année dernière. Hein. Il y avait cette idée de
vous rejoignez, vous êtes deux amis, vous n'habitez pas au même endroit, le soir vous allez vous balader à Barcelone virtuellement, il y a un chat, on peut le nourrir et il vient vers votre main. Mais moi je n'ai jamais compris l'intérêt et je pense que Meta lui-même se rend compte aujourd'hui que cette dépense d'argent n'avait pas beaucoup d'intérêt. C'est ce que j'allais poser, ils y ont jamais cru en fait. Quand on dépense 14 milliards de dollars ça pourrait être un effet c'est pour se positionner, pour exister, pour faire de la pub. Moi je pense qu'ils y ont cru. Je pense qu'ils se sont dit qu'il y avait l'opportunité de révolutionner les réseaux sociaux. Ils ont lancé ça avant ou après le Covid ? Ils ont lancé ça après le Covid, fin 2021. Il me semble que justement avec le Covid, on a vu les limites du tout virtuel et que, il y a des études qui montraient que les gens avaient vraiment besoin de se retrouver en physique et pas dans le monde virtuel. C'est un sujet intéressant parce que c'est vrai qu'on peut facilement voir un lien entre l'annonce du métavers et le Covid. En effet, quand on s'est retrouvé enfermé dans des petits appartements, le sentiment de retrouver ses amis, il y a un succès phénoménal du Covid qui n'en aurait pas été un sans le Covid, c'est Animal Crossing sur Nintendo Switch, qui en soi est un métavers. Si on prend la définition du gouvernement, la définition de Mark Zuckerberg, c'est un monde virtuel dans lequel on peut faire des choses qu'on ferait dans le monde réel. Donc c'est un métavers, mais sur un petit écran. Peut-être que avec son métavers, Facebook s'est dit qu'il y avait l'opportunité de répliquer Animal Crossing dans le vrai monde, en évidemment nous mettant de la pub de partout, en collectant des données sur nos habitudes et donc en devenant encore plus indispensable dans nos vies. Mais ça n'a pas pris. Les gens ont voulu sortir après le Covid. Il y a Columbia qui dit acheter une paire de Nike, c'est une marque de chaussures américaine, IRL, et pouvoir les porter dans un jeu, est-ce que ça a du sens ? Ça a le sens que tu veux, Columbia. Il y a Nawal qui dit tout ça, est-ce que c'est pas peut-être un peu trop tôt ? C'est suffisamment tôt, en tout cas, pour que le gouvernement ait commandé un rapport. Oui, il y avait quoi dans ce rapport ? Peut-être que tu sais pas d'ailleurs. Non, je l'ai lu, il était très long. Ce qui était rigolo, c'est qu'il ce rapport d'ailleurs. Alors, ce rapport en fait nous disait des choses assez amusantes sur le métavers parce que ça disait que finalement ce terme-là pouvait tout et rien dire. Et en l'occurrence, ce terme, ce que disait le rapport, j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'il n'y a que la France finalement qui l'a vu comme ça, était de dire que le métavers n'était pas seulement le jeu vidéo ou l'informatique, mais ça pouvait aussi être les métiers du cinéma. Et dire par exemple qu'un écran vert, que les effets spéciaux, ça rentre finalement dans cette informatique 3D. Et donc tout ce qui touche à la 3D, à la simulation d'objets, à ces environnements virtuels, c'était du métavers. Donc le rapport du gouvernement était de dire qu'on recommandait au gouvernement français d'investir massivement dans le métavers, non pas dans l'objectif de créer des expériences de réalité virtuelle, mais dans le but d'être pionnier sur le cinéma, d'être pionnier sur le jeu vidéo. Et finalement, en fait, ça voulait tout et rien dire, une nouvelle fois, parce qu'on nous recommandait de ne pas se faire larguer technologiquement par les Américains et les Chinois, ce qui est plutôt du bon sens. Est-ce que le métaverse est mort et enterré, cher Nico ? Alors, si je vous dis aujourd'hui qu'il est mort, je prends un risque énorme si dans 10 ans, cette émission a lieu dans le métavers. Est-ce que tu seras Cassandre ou plutôt petit oiseau du bonheur du printemps ? Je pense que le métavers est mort. Je pense que le terme métavers est mort. À mon avis, Meta, au vu de l'argent investi, va être obligé de continuer à en parler. Ils ont changé leur nom quand même. Ils s'appellent Meta, donc on ne peut pas ne pas parler de métavers. Mais dans leur stratégie marketing, je m'attends à ce qu'on entende beaucoup plus parler de réalité mixte ou d'informatique spatiale que de métavers, et que ce terme-là, finalement, soit un petit peu mis en second plan pour un pourquoi pas dans le futur, dans 20 ans, on verra. Pour moi, le métavers est mort. Pour moi, il n'a même jamais existé. On avait plusieurs applications qui s'apparentaient au métavers. On avait des tentatives, quoi. C'est ça, on a fait une vidéo sur Numérama qui s'appelait Une semaine dans le métavers. Et l'idée, c'était... Je m'étais interdit pendant une semaine de regarder la télé ou d'aller sur mon téléphone le soir. Je faisais que des trucs avec des applications qui s'apparentaient au métavers en réalité virtuelle. Raconte un peu, c'est rigolo. Par exemple, il y avait des cinémas en métavers. Donc l'idée, c'est que quelqu'un diffusait un film, on se retrouvait dans la même salle que 50 personnes et on pouvait s'asseoir à côté de quelqu'un, discuter avec lui, lui jeter du faux popcorn dessus. Ça servait pas à grand chose. Sans punaise de lit, du coup. Sans punaise de lit, c'était être le seul avantage finalement. C'était qu'on avait ça. Il y a des applications qui s'appellent VRChat qui permettent d'aller dans des salles virtuelles pour discuter avec des gens, pour jouer, pour se faire des amis, pour avoir des groupes de parole. Et je m'étais il y a Nawal qui dit moi je discute pas au cinéma. Et finalement, c'était le même défaut que dans le vrai cinéma. Le défaut, c'est qu'il y a des gens qui ouvraient leur micro, qui se mettaient à hurler, et comme on a tous des écouteurs, on se fait hurler dessus quand on est dans la salle. Donc c'était pas drôle. Il y avait des salles de concert aussi. Donc il y avait un concert géant avec des gens. On pouvait les gens danser. C'était marrant. Est-ce qu'ils filmaient avec leur téléphone dans le métavers? Même pas. Mais ils mettaient les mains en l'air parce que c'est la seule chose qu'on peut faire finalement. Il n'y a pas énormément de choses. Donc la réalité après cette expérience, c'est que le concept même de métavers en tant que monde unique voulu par Mark Zuckerberg n'existait pas, qu'il y avait plein d'expériences de métavers différentes et que c'était juste des jeux ou des applications sociales.
Donc ma réponse, c'est que le métavers est mort parce qu'il n'est jamais arrivé. Par contre, je pense, et c'est ce qu'on va faire sur Numérama, on va beaucoup surveiller cet ordinateur spatial, particulièrement avec Apple l'année dernière, qui va forcément montrer au marché comment il faut faire les choses, avec un gros risque de se planter, hein, ça existe. Et on verra si dans 4-5 ans, au lieu d'acheter un ordinateur à 3 000 €, les professionnels du montage achèteront un casque qu'ils se mettront sur la tête. Merci Nicolas Lelouch, journaliste à la rédaction de Numérama. Alors je ne sais pas si la disparition... Tu restes avec nous Nico, hein, oui, bien sûr. On a encore un petit peu, et puis vous aussi vous restez avec nous bien sûr, au moins jusqu'à 14h. Je ne sais pas si la disparition annoncée du métavers c'est une bonne nouvelle. En tout cas moi j'en ai une bonne à vous donner, vous voyez, je fais des transitions habiles, et c'est plutôt Théo Huard de la rédaction de France Info qui va nous la donner. Salut Théo, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Théo, t'arrives du 4e... Ça va très bien, ça va très bien. Ça va très bien, oui, bah, il est 13h40, j'en suis à 1h40 et on est bien installés, c'est bien. Et je suis content d'être avec vous. Et salut Carès Denklum, c'est très dur à dire comme... qui nous disait dans la réalité virtuelle, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire in real life. Pourquoi aller dans le... On a déjà répondu. Oh. Théo, t'arrives du 4e étage de la maison de la radio. Effectivement, pas très loin. Bah oui, c'est là où il y a la rédaction de France Info. Au 5e, c'est France Inter. Ici, on est au 3e, c'est l'étage de la présidente, Sybille Veil. On est à un étage important. Et tu arrives à la rédac donc avec de bonnes nouvelles, je crois. Soyons relatifs. Il paraît que le prix des chips va diminuer, Théo. Oui, alors on va dire ça comme ça. Ça fait maintenant depuis 11 mois qu'à la rédaction de France Info et à celle de France Bleu, on suit le prix des courses dans ce qu'on a appelé le panier de courses France Info France Bleu, qu'on fait en partenariat avec le cabinet Nielsen IQ. Ce panier de courses, en gros, c'est 37 produits du quotidien. C'est des produits à la fois alimentaires, donc il y a des chips, il y a des spaghettis, il y a, qu'est-ce qu'on a mis ? On a du jambon, on a des yaourts, puis on a aussi pris des produits d'hygiène, du papier toilette par exemple, du gel douche. En fait, c'est les produits du quotidien qu'on achète à peu près au moins une fois par mois, plus si vous avez des enfants évidemment. Et l'idée, ce qu'on voulait faire, c'est de mesurer l'inflation de manière un peu différente, parce que c'est vraiment la hausse des prix, la baisse de pouvoir d'achat. C'est évidemment le gros sujet d'actu du moment dans les milieux économiques. Et on n'avait qu'une mesure. Ouais, même dans la vraie vie, puisque les prix flambent et c'est. Sur le plan économie de tout ça. Et on n'avait que la mesure de l'INSEE, qui est une mesure qui est globale. Et donc cette mesure, elle cache des disparités, notamment sur le volet alimentaire, parce qu'en fait, c'est ça qui a le plus explosé. Donc voilà, ça fait. On a commencé à suivre les prix sur le mois de novembre 2022. Et ce panier-là, 37 produits, coûtait environ 100 €. Ce mois-ci, donc sur les prix du mois de septembre 2023, on est aux alentours de 110 €. La bonne nouvelle, et ce que tu disais, c'est que les prix ont baissé de 26 centimes. Bon, c'est pas grand-chose, 26 centimes. Donc voilà, c'est pas grand-chose. Il faut le dire, c'est pas perceptible quand vous allez faire vos courses. Vous avez encore l'impression que tout a augmenté, que tout est plus cher. Parce qu'en fait, tout est plus cher par rapport à l'année dernière, tout est plus cher par rapport à il y a 2 ans. Ce panier, donc 110 €, c'est plus 20 € à peu près sur 18 mois, en 1 an et demi. Donc par rapport à ça, 26 centimes, c'est vraiment peanuts. Enfin, il n'y a pas moyen de le sentir, mais c'est un bon signe parce que c'est la première fois en 11 mois qu'on a une inversion de la courbe des prix et parce que ça fait suite à ce qu'on a constaté depuis le début de l'été, c'est-à-dire que les prix sont stables. À peu près depuis le mois de juin, les prix n'augmentent plus dans les rayons, en tout cas au niveau national en moyenne. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on commence à voir, je dirais pas le bout du tunnel, mais en tout cas on est au milieu. 26 centimes, c'est une moyenne où oui, il y a des produits qui ont pris cher. Ce mois-ci, pas trop. Entre août et septembre, on n'a plus de produits qui ont augmenté de manière démesurée. On a des petites hausses qu'on commence à voir sur le secteur du surgelé, ce qui n'est pas complètement étonnant puisque les prix de l'électricité ont recommencé à augmenter et donc forcément c'est un rayon dans les supermarchés qui va être très sensible au prix de l'énergie puisqu'il y a besoin d'énergie à partir du moment où c'est produit jusqu'à partir du moment où c'est acheté. Donc voilà, mais globalement c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la stabilisation des prix qu'on a elle est globale. Il n'y a plus de produits qui explosent, mais il n'y a pas de produits qui baissent de manière drastique non plus. On a des baisses légères, je t'ai pris quelques exemples. Le paquet de spaghettis par exemple, il a perdu 9 centimes en un mois. J'ai moins 7 centimes pour les 6 litres de lait et moins 10 centimes pour la tablette de chocolat au lait. Donc voilà, c'est léger. Mais c'est là. Mais c'est le début d'un truc. C'est le début de quelque chose. Il y a Nawel qui dit ouais, c'est plus qu'une impression. Il y a Hollywood qui dit vous avez pris en compte que la majorité des produits, on diminue le grammage. Oui, je pense que vous l'avez pris en compte. Ouais, et puis en fait, nous, ce qu'on a fait. Ce qu'on appelle la shrinkflation. Ouais, tout à fait. Ce qu'on a fait quand on a
construit le panier, c'est qu'on a mixé des produits de marque et des produits de marque distributeurs, donc les produits Auchan, Carrefour, Super U, etc. Et les produits premier prix, c'est les fameux produits blancs qui sont sans marque. Et on a fait ça parce que ça n'avait pas de sens d'acheter qu'un panier fait de grandes marques nationales, parce qu'en fait, les gens avaient déjà commencé à s'en détourner parce que c'était trop cher. Donc on achète plutôt de la marque distributeur ou du premier prix, c'est à peu près 30% moins cher. Donc c'est pour ça on a mixé tout ça pour avoir quelque chose qui était représentatif quand même de ce qu'on peut acheter en supermarché au quotidien. Est-ce que le prix des livres va baisser lui aussi, Théo? Le prix des livres, malheureusement, je ne le suis pas. Par contre, le prix de la pâte à papier est encore en train d'augmenter. Donc, il y a fort à parier que ce ne soit pas tout à fait le cas. C'est une très mauvaise nouvelle, ce qui me permet une très mauvaise transition, puisque Marie-Stéphanie Sévros vient nous parler de sa sélection hebdo de littérature. Ça parle de sexe et de bouffe. C'est la prescription littéraire de Mademoiselle. Bonjour Marie-Stéphanie. Bonjour, parce que tu étais déjà là. Magnifique transition. Tu vas nous parler de quoi? Alors, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Dès que sa bouche fut pleine » de Juliette Houry. C'est un premier roman qui a été publié au mois d'août chez Flammarion. Alors, ça parle de quoi? Alors, j'ai envie de vous faire une petite expérience avant de commencer à vous parler de ce livre. Je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer un monde dans lequel notre rapport à la nourriture et au sexe serait inversé. Je vous laisse réfléchir. C'est dégueulasse. Ah bah ok, très bien, c'est une observation. Qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Non, ne le dites pas, en fait, ne le dites pas. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, ok, c'est difficile à imaginer, d'accord, c'est difficile à imaginer. C'est un monde dans lequel on vit évidemment pas aujourd'hui, mais c'est tout le scénario du livre de Juliette Houry. Donc, Dès que sa bouche fut pleine, c'est un livre dans lequel le monde est inversé, mais c'est un monde qui est tout à fait cohérent. Donc, le sexe est vraiment au centre de la société, au centre de la vie des personnages, et la nourriture n'en fait pas du tout partie, au contraire. L'histoire est centrée autour d'un personnage qui s'appelle Laetitia. C'est Laetitia, c'est ça? Voilà, qui est une femme tout à fait banale. Enfin, elle a une vie banale, elle a un mec, un job stable. La voisine d'à côté. La voisine d'à côté de Girl Next Door. et elle a une vie parfaitement normale. Alors, normale dans le monde de ce livre et dans le monde imaginé par Juliette Houry, puisque c'est un monde dans lequel, comme je disais, le sexe et la nourriture sont inversés. Donc, pour avoir une vie parfaitement équilibrée, il faut faire l'amour tous les matins. Donc, Laetitia fait l'amour tous les matins avec son compagnon. C'est le petit-déj, okay. Voilà, avec un petit fond de radio matinale, de journal matinal. Voilà, mais bon, vous imaginez un petit peu l'ambiance. C'est vraiment, on fait ça, voilà, comme on prend son petit-déj. C'est Jérôme Chapuis qui va être content. Pour le déjeuner, Laetitia fait des caresses, des petites gâteries à ses collègues de travail, et c'est tout à fait normal. Enfin, ça fait partie d'un quotidien normal dans le monde du travail. Et le soir, on est invité, je cite, à baiser chez des amis. Ça vous paraît étrange, j'imagine? Un petit peu, oui, c'est vrai. Ça peut changer l'ambiance au bureau, quoi. Ça existe? Complètement. Voilà, alors donc effectivement, la nourriture... Tout de suite, alors je te coupe, il y a Nawal qui dit donc 3 fois par jour, donc. Alors, et dit aussi ça va trop loin. 3 fois par jour, voire plus, si on a un rapport Et il n'y a pas de notion d'exclusivité dans les relations dans cette société? Parce que tu dis les collègues, on va chez des amis. Alors, c'est différent. Il y a quand même la notion de sentiment. Donc, elle est en couple avec Bertrand, son compagnon. Okay. Mais ça ne l'empêche pas justement d'avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes, mais sans qu'il y ait de problème. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait comme on pourrait classique. Déjeuner avec des amis. Exactement, et tout en parlant politique, écologie. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose qui est bizarre. Okay. Par contre, ce qui est tabou, c'est que les gens mangent. C'est la nourriture qui est tabou. Voilà, donc les gens ne mangent pas. C'est le ravioli, c'est la salade, c'est le poulet du midi. Ils mangent quand même, ce qu'on appelle dans le livre des barres anaromatiques, donc c'est des barres hyper protéinées, dont l'objectif est de faire en sorte que personne n'ait faim. Et c'est des barres qui sont fournies par l'État, enfin, c'est vraiment tout un système qui est mis en place pour nourrir quand même les gens, mais voilà, sans leur donner de plaisir finalement. C'est un peu ça le sujet. Et il va y avoir donc plein de petits rebondissements, si j'ai tout bien compris. Il va y avoir plein de petits rebondissements, effectivement, puisque un beau jour, Laetitia réalise qu'un feu l'habite, mais vraiment un feu très très ardent. Et en fait, elle se rend compte qu'elle a faim.
tout simplement. Et ça prend de plus en plus de place dans sa tête et dans sa vie. Et à tel point que même son compagnon lui dit mais c'est pas possible, t'as un problème, il faut que t'ailles consulter, c'est anormal. Et toute l'histoire vraiment est centrée autour de ce feu qui habite Laetitia et qui progressivement va lui faire prendre conscience de plein de choses et en fait va l'amener à se libérer complètement. Je vais peut-être pas tout vous spoiler, mais... Alors moi j'ai pas lu le livre, mais ça donne plutôt envie de le lire. Ça s'ouvre, le livre commence par un journal avec une matinale en radio qui annonce qu'une certaine Madame Reine-Claude est arrêtée parce qu'elle avait aménagé une immense cuisine chez elle. Où elle recevait à dîner des invités. Autour de dîners incroyables avec l'histoire qui fait la une des médias, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et c'est très drôle. C'était pas l'objectif forcément de l'autrice, mais ce livre est vraiment très drôle parce qu'effectivement, il y a cette scène où, très sérieusement, à la radio, comme on écouterait le journal matinal de France Info, on entend que cette Madame Reine-Claude, qu'on pourrait en fait comparer à une proxénète dans notre monde réel, a été arrêtée parce que voilà, elle avait tout un business. Il y a même des détails sur sa cuisine, les ustensiles qu'elle utilisait. Elle avait des sets de couverts énormes, un piano de cuisson énorme, une salle à manger. Alors ils insistent bien sur la salle à manger. Vraiment, c'est incroyable. Et Laetitia en parle avec ses collègues d'ailleurs en disant tu te rends compte, une salle à manger. Il y a Hollywood qui dit les boîtes échangistes n'étaient pas fermées en période de pandémie. Bon, Nawal qui dit on bouffait tous les râteliers. Mais qu'est-ce que vous dites? Nawal qui dit aussi zut, tu dis pas tout à fait zut, mais c'est un peu ça. Vu comme ça, je crois que je préfère bouffer des vrais aliments, j'entends. Ça fait des économies de vaisselle. Hein. Ça fait... pas sûr. Ah bah oui, mais alors à l'inverse, il y a aussi du coup plein de choses qui sont imaginées autour du sexe et notamment ils ont certes pas de salle à manger, mais ils ont des salles à baiser dans lesquelles ils reçoivent leurs amis et donc voilà, forcément ils sortent leurs plus beaux draps, leur plus belle parure pour les impressionner. Et je pense que c'est un investissement aussi important que les arts de la table. Et vive les arts de la table. Alors on veut quand même un peu de détails. Hein. Est-ce que ce monde donc où tout est inversé, enfin tout en tout cas la nourriture et le sexe, bon, est-ce que ça tient debout? Il y a pas un peu, est-ce qu'il y a des incohérences qui sautent comme ça aux yeux à la lecture? Eh ben oui, ce monde tient debout et j'avoue que quand j'ai commencé la lecture de ce livre, je me suis dit je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est risqué comme scénario et forcément, voilà, mon œil me disait je vais trouver des incohérences par endroits et en fait non, il n'y en a pas du tout d'incohérences. C'est extrêmement bien fait et c'est extrêmement, c'est limite très très rationnel en fait. On a l'impression que ce monde est réel et c'est tellement cohérent que tout est bien pensé, tout est bien ficelé. Par exemple, voilà, un bon patron dans ce monde, c'est quelqu'un pour qui il faut absolument baiser avec tous ses salariés pour bien les connaître, comme un bon patron en fait aurait à cœur de saluer tous les matins, avec chacun de ses salariés, exactement. Donc voilà, et c'est très très bien ficelé. Et d'ailleurs, dans une très bonne interview que vous pourrez retrouver sur le site de Mademoiselle, je dis très bonne. Les modos vont mettre le lien vers Mademoiselle, comme ils vont mettre les liens vers Numérama par ailleurs. Mais dans une interview que m'a donnée Juliette Houry, elle m'explique vraiment qu'elle a passé énormément de temps. Elle a une formation d'ingénieur, donc elle m'a dit ça me faisait rire d'imaginer les rouages de ce monde pour faire en sorte que ça marche. Qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme message, l'autrice? C'est très simple. Elle veut nous faire comprendre que malgré ce qu'on peut penser, le sexe est encore très tabou dans notre société aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous pensez, vous, peut-être pas, peut-être que vous vous dites que moi je ne pense pas ça. Dans le chat, a priori non plus. Non, c'est pas ce que je pense aussi, mais je comprends clairement l'idée, en tout cas dans le livre, d'inverser ces deux éléments, de faire de la nourriture un tabou. Enfin finalement, en faisant de la nourriture un tabou, on insiste complètement sur une ironie dans la nourriture qui n'en est pas du tout dans le monde réel sur le sexe. Et, par contre, je pense que tu as la réponse à cette question. Ouais. C'est quoi le point de départ de cette idée ? Comment on pense à faire ça? Parce que maintenant que tu m'as expliqué, je comprends complètement l'idée et je la trouve intéressante. Je suis même curieux de lire le livre. Mais alors, jamais de la vie, j'aurais imaginé un tel scénario. Il fallait être très très amoureuse ou avoir très très faim, peut-être. Oui, peut-être, ou les deux. Non, mais en fait, elle est partie... Juliette Houry a eu un peu une sorte de déclic, donc juste avant le Covid, juste avant le confinement, où elle marchait dans la rue avec son compagnon. Elle lui a dit, mais attends, imagine si
en fait, notre rapport au sexe, c'était le même que notre rapport à la nourriture. Et c'est vraiment cette idée toute simple et le constat de se dire qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une société qui a détabouisé les sujets relatifs au sexe, alors qu'en fait, pas du tout. On trouve beaucoup de sexe sur les écrans, au ciné, dans la pub, mais en fait, tout le discours intime autour de la sexualité est encore extrêmement tabou, et c'est vraiment le message qu'elle veut faire passer avec ce livre. Il y a Chacotel qui dit « Je veux pas imaginer le poulet de mamie du dimanche dans ce monde ». Nawal qui lui répond « Pas mamie ». Est-ce que tu as un passage peut-être à nous lire pour donner envie à ceux qui nous regardent ? Oui. Alors, j'aurais pu prendre le passage de Madame Reine-Claude. C'est vrai que quand tu en as parlé, je me suis dit que ça aurait été intéressant, mais voilà, ça vous donnera peut-être l'envie d'aller le lire. Mais donc pas mamie, hein. Pas mamie. Donc là, on est, juste pour mettre le contexte et pour ne pas trop spoiler non plus, à un moment du livre où Laetitia se laisse enfin, happer par son feu intérieur et elle prend une pomme qu'elle cache à la vue de tout le monde et notamment de son compagnon. Donc je vous lis un passage. Elle laissa quelques minutes s'écouler. Lorsqu'il lui sembla certain qu'il ne reviendrait pas, son compagnon, elle vérifia encore qu'il n'avait pas oublié ses clés ni son téléphone dans l'entrée, puis elle attrapa son sac et s'installa 7 fois au milieu de la banquette. Elle sortit la pomme et la scruta. Quand elle l'eut suffisamment regardée, elle prit son téléphone et ouvrit une fenêtre de navigation privée. Ça vous rappelle des choses ? Elle tapa directement l'adresse du site qui l'intéressait, www.cookhub.com. Aïe, aïe, aïe. Les sites anglo-saxons étaient, paraît-il, mieux fournis. Là, elle trouverait bien une vidéo qui lui montrerait ce qu'elle devait faire de ses pommes. Elle espérait quand même ne pas tomber sur des choses trop bizarres. Elle inscrivit Apple dans la barre de recherche qui lui suggéra immédiatement Apple Pie, Apple Cobbler, Apple Compote. Elle ignora ses propositions et s'en tint à son intention première d'une indécente simplicité, Apple. Je ne vous lis pas la suite. Pour ne pas plus vous spoiler, mais j'espère que ça vous donnera envie. Est-ce que ça vous rappelle une situation Oui, ce que j'allais dire, c'est intéressant parce qu'en tout cas, il y a dans l'écriture, je trouve qu'elle joue vachement ce parallèle, ou en tout cas, elle, en jouant sur le côté interdit, etc., où en fait, un livre dans le monde normal pourrait décrire une scène de sexe comme ça. Oui, complètement. Et d'ailleurs... Elle a passé beaucoup de temps à observer des fruits, des légumes notamment, c'est ça ? Exactement. D'ailleurs, elle a passé vraiment beaucoup de temps à observer même des plats en train de cuire. Il y a une scène incroyable de ratatouille dans ce livre où vraiment c'est limite pornographique en fait. Voilà, c'est ça. Et elle m'expliquait que... On dit food porn, hein. Enfin, ça c'est toujours dit. Complètement, mais voilà, tu vois, il y a comme quoi le lien est assez logique finalement. Et oui, elle m'expliquait par exemple que pendant le confinement, elle allait faire ses courses et qu'elle s'installait vraiment devant une tomate ou une pomme pendant bien 10-20 minutes. Elle la regardait sous tous les angles et elle la découpait, elle regardait l'effet produit par le couteau sur la pomme. Enfin, voilà, elle s'est vraiment intéressée à son sujet. Tout ça va au frigo. Merci Marie-Stéphanie. Marie-Stéphanie de la rédaction de Mademoiselle. C'est la fin de ce stream, les amis, parce que je vois que l'heure tourne et que j'aime bien laisser repartir les gens à l'heure, surtout à l'heure du déjeuner. Vous aussi dans le chat d'ailleurs. Nawal qui voulait qu'on parle du fruit défendu. On en parlera dans un prochain stream, c'est promis, parce que le temps passe un peu trop vite avec vous. Donc merci de nous avoir suivis, ou peut-être de nous avoir subis, mais j'y crois pas une seconde. Notamment parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous suivre, et ça nous fait bien plaisir. Merci à tous nos invités. Merci aussi à Cyril à la régie, à ma droite, à Stéphanie au visuel qui est en haut au 4e. Merci à Théo en face de moi. Merci à Mathis à la programmation qui est en face de moi et qui peut-être va venir nous expliquer ce dont on parlera jeudi. Jeudi pour le prochain stream. Salut Mathis. Oui, salut à tous. Jeudi on se retrouve de 18h à 19h pour parler d'un sujet donc, qui sera Mayotte, parce que c'est un sujet important qui vit une crise sans précédent en ce moment parce que les habitants n'ont accès à l'eau qu'un jour sur 3 depuis plusieurs semaines. Donc voilà, c'est une crise un peu inédite mais surtout très grave pour des enjeux de santé. Donc on en parlera avec différents experts, là c'est en cours de calage, mais déjà je peux vous dire qu'il y aura un streamer que vous connaissez sûrement qui sera avec nous, mais je vous en dis pas plus et on se retrouve jeudi 18h-19h. Merci Mathis, merci aussi à
Meginto qui nous dit merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir suivis. Et rendez-vous donc jeudi. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent prolonger la discussion autour du stream, rendez-vous sur Discord. Il y a le lien dans le chat et je pense que Julot va le mettre. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, donc vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Pour l'heure et pour le reste, rendez-vous donc jeudi de 18h à 19h. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et à jeudi, salut. Et merci à vous.